Alors, ça fait des années que je travaille là-dessus. Ma thèse de doctorat portait en fait sur les processus d'institutionnalisation et de désinstitutionnalisation. C'est un peu ce dont on va parler maintenant, mais transposé avec les années à l'étude du système de justice. Alors, dans le résumé qu'on m'a demandé d'écrire, et puis qui a été écrit vraiment sur le coin de la table, comme vous pouvez imaginer, comme souvent on écrit les résumés annoncés de ce qu'on va dire dans une conférence, je posais ces questions-là. Qu'est-ce que la justice et qu'attendons-nous d'elle? Nos attentes peuvent-elles être atteintes sans l'ajout de nouveaux acteurs? Nouveaux acteurs? OK, bon. Comprends-tu? Okay. Quel rôle, notamment pour le citoyen et le mouvement communautaire en justice, un système de justice plus ouvert? Est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? Ouvert à quoi? Bon, c'est ce qu'on verra. Alors, c'est là-dessus que porte essentiellement la présentation aujourd'hui. Alors, un petit plan, là, si vous voulez, avec ça. La première chose, c'est, on va parler de la justice. La justice, c'est une institution, mais la question, c'est de savoir comment pensent les institutions. Si on veut travailler dans le cadre ou en marge ou en collaboration avec une institution, il faut comprendre comment une institution réfléchit. Et ça ressemble à une institution un peu à ce château fort dont on va voir les images tout à l'heure. Après ça, on va parler de qu'est-ce que le changement. C'est quoi le changement et comment ça peut survenir. Et finalement, dernière partie, comment ouvrir une conserve sans ouvre-boîte? Question fondamentale, je veux dire grosso modo, comment est-ce qu'on réussit à intégrer, à pénétrer le système de fonctionnement d'un système déjà constitué? Et le système de justice, il est comme beaucoup d'autres systèmes sociaux, que vous prenez par exemple le système de santé ou que vous preniez le système de l'éducation, ce sont des entités fortement institutionnalisées qui, avec les années, ont développé leurs propres pratiques, leur propre système de référence, etc. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, ben, tomber malade, rentrer à l'hôpital, puis vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas chez vous, OK? C'est clair? Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dans l'institution. Et ça prend toutes sortes de formes qui sont assez connues. J'ai souvent donné cet exemple-là. Quand vous allez à la bibliothèque, vous allez chercher un livre au comptoir du prêt. Mais c'est pas normal. Vous devriez aller chercher le livre au comptoir de l'emprunt, parce que vous empruntez. Mais vous n'avez pas compris, là. C'est pas par rapport à vous que c'est défini, les fonctions. C'est par rapport à la bibliothèque. Elle vous prête. Donc, vous allez au prêt, alors que dans le fond, vous devriez aller à l'emprunt. Si vous allez à l'hôpital, vous allez en clinique externe, vous vous rendez compte que vous êtes à l'interne, en fait, parce que vous êtes dans l'hôpital. La clinique externe est dans l'hôpital pour vous. C'est externe, mais c'est parce que vous n'êtes pas sur les étages. Toutes ces catégories-là expliquent comment une institution pense. Elle pense à fonction de ses propres procédures internes, de sa propre logique interne. Et quand on veut pénétrer un système qui est développé, qui s'est institutionnalisé pendant des années, c'est à ça qu'on est confronté. C'est-à-dire d'abord à la façon dont l'institution pense elle-même sa propre fonctionnalité. Alors, on va y aller graduellement. La justice, une institution. Mais comment pensent les institutions? Alors, bon, je me suis amusé, évidemment, comme je dis, le château, ça va être l'image qu'on va utiliser. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans le château, hein, d'une certaine façon. Château fort, hein, c'est pas très évident. Et puis, on peut considérer que c'est une image, potentiellement, de ce qu'est la justice en tant qu'institution. Je ne parle pas de la justice comme idéal, ou je ne parle pas non plus même de la façon dont les praticiens ou les juges eux-mêmes voient leur travail pour s'assurer que la justice est une réalité. Mais je vois l'institution, c'est-à-dire l'ensemble des activités qui sont définies et qui constituent ce qu'on appelle le système, dans ce cas-ci, le système judiciaire, le système de justice. Alors, les institutions se construisent au fur et à mesure à la suite d'un très, très long processus. Ces processus-là, ce sont des processus de normalisation, donc tranquillement, des normes se créent sur le fonctionnement de l'institution. C'est des normes auxquelles tout le monde adhère généralement lorsqu'ils sont à l'intérieur de cette institution. Donc, la normalisation est un processus continu et qui est nécessaire pour le fonctionnement de n'importe quelle organisation d'abord et aussi n'importe quelle institution. Un autre élément, une autre caractéristique, c'est la procéduralisation, c'est-à-dire la ritualisation graduelle des activités, jusqu'à ce qu'elles deviennent le plus simple possible. Si vous êtes à l'hôpital, par exemple, que votre fils s'est cassé le coude, eh bien, la grosse question, c'est de savoir quel protocole on va appliquer. Dans le système hospitalier, la règle de base, c'est le protocole. Est-ce que c'est une fracture ouverte? C'est une fracture fermée? Protocole. Tout est ritualisé. Les opérations telles qu'elles sont menées dans une salle d'opération, en chirurgie, il y a un protocole. Il y a des protocoles pour tout. Eh bien, il y a des protocoles en justice également. La façon de faire, comment le faire. Et ce protocole-là, bon, finalement, finit par faire de l'activité, une actualité particulièrement ritualisée.
Après ça, il y a tout un processus de légitimation. Ce qui est fort pour les institutions, ce qui les avantage par rapport à toute autre pratique nouvelle sociale, c'est qu'elles sont reconnues sur le plan collectif comme des activités légitimes, acceptables, nécessaires, désirables. Cette légitimité-là, évidemment, elle protège un peu l'institution de toute contre-proposition sur la notion, par exemple, de justice ou sur ce qu'est l'activité de justice elle-même, parce que cette activité qui est déjà consacrée, elle est déjà légitimée. Elle est socialement considérée comme nécessaire et désirable. Les tribunaux, actuellement, constituent l'institution la plus valorisée socialement. Si vous comparez ça, par exemple, la figure du juge par rapport à la figure des hommes ou des femmes politiques, la figure du juge est beaucoup plus valorisée aujourd'hui que la figure des hommes ou des femmes politiques, ou même des journalistes. Et le tribunal, actuellement, soutient, ou lorsqu'on demande, faites-vous très confiance, plutôt confiance peu, ou pas de confiance aux tribunaux ou au système de justice québécois, eh bien, l'appui actuellement au système de justice est autour de 70%. Et donc, c'est une institution qui est fortement légitimée sur le plan public. Et là, toute remise en question d'une institution fortement légitimée présente toujours une certaine difficulté. Mais là, la légitimation, c'est surtout faire qu'un certain type d'activité devient une activité consacrée publiquement. La légitimité, elle est publique. Sa force, c'est le soutien que l'ensemble d'un public donné, d'une société, donne à l'institution. Dernier processus qui est toujours en cause lorsque une institution se structure tranquillement jusqu'à devenir aussi organisée que le système de justice, c'est la professionnalisation, c'est-à-dire qu'en fait, on consacre un certain nombre d'activités spécialisées et on reconnaît à des acteurs également spécialisés la responsabilité, ou en tout cas le monopole sur ces activités-là. Alors, c'est le barreau, c'est la fonction judiciaire elle-même, c'est la fonction des juges. Toutes ces fonctions-là sont des fonctions fortement professionnalisées. Souvent, on ne voit pas les juges comme étant des professionnels, mais en fait, ce sont des professionnels hautement spécialisés dans le domaine de la décision judiciaire. La professionnalisation, c'est un processus également continu. Et c'est comme ça également dans toutes les autres institutions. Si vous allez, par exemple, à l'université, moi, je viens à l'université, j'adore aussi à l'université. Les gens de l'entretien n'aiment pas ça, parce qu'ils préféraient qu'on ait dormi chez nous. À l'université, tout est professionnalisé. Il y a des professeurs adjoints, il y a des professeurs agrégés, il y a des professeurs titulaires, tout ça est organisé. Et finalement, on consacre la professionnalisation de ceux qui sont à l'université. C'est la même chose dans le système judiciaire. Ces processus-là sont des processus que connaissent toutes les institutions qui sont, tous les ensembles d'activités qui sont institutionnalisées déjà ou en voie d'institutionnalisation. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'auto-institutionnalisation. La tendance, ou le processus par lequel, tranquillement, un ensemble d'activités s'organise jusqu'à se clôturer d'une certaine façon, jusqu'à assurer leur étanchéité par rapport aux autres types d'activités. Le système de justice, ça fait plus de 800 ans qu'il travaille à son institutionnalisation. Alors que la justice réparatrice, ça fait à peu près 50 ans, parce qu'on en parlait déjà, je dirais au milieu des années 70. Et donc, on est en face de deux champs de pratique, un champ de pratique extrêmement institutionnalisé, le système de justice, qui a plusieurs centaines d'années d'existence. Et puis, vous avez un autre système de pratique, qui est la justice réparatrice, qui, elle, en fait, est développée depuis une cinquantaine d'années. Alors, puis imaginez qu'il y en a un de ces processus d'auto-institutionnalisation qui est plus poussé que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. La justice réparatrice, c'est tranquillement auto-institutionnalisé. Alors, on va... Jusque-là, ça va? Je ne vous ai pas trop mêlé encore? Ça s'en vient. Si on continue, qu'est-ce qui caractérise une institution ou une entité fortement institutionnalisée, un système fortement institutionnalisé? J'ai un certain nombre de caractéristiques qui sont propres à tous les systèmes. D'abord, l'étanchéité des frontières du système. Le système juridique, le système de justice, est un système dont les frontières sont bien délimitées. Et c'est ce qu'on apprend aux étudiants en droit dès la première année. Qu'est-ce qu'on peut plaider à la cour? Qu'est-ce qu'on ne peut pas plaider à la cour? On plaide le droit. Le Code de déontologie des juges est très clair là-dessus. Article 1, le juge doit agir dans le cadre de la loi. Et donc, on est dans un système qui a des frontières relativement précises, et c'est ces frontières-là qu'on apprend aux étudiants qui sont dans le fond présentés aux étudiants comme le carré de sable dans lequel ils vont éventuellement pratiquer quand ils seront praticiens, lorsqu'ils seront en service. Alors, bon, ici j'ai mis ça c'est une frontière, là, vous voyez.
Ça doit être une frontière américaine, j'imagine. Il y a un deuxième élément dans n'importe quel processus fortement institutionnalisé, c'est que vous avez une forme de sanctuarisation. Le système n'est pas seulement clôturé, il est protégé par un certain nombre de gardiens, en fait. Et ça, ces gardiens-là, ce sont les professionnels de l'activité institutionnalisée. Par exemple, le barreau fait partie de ces gardiens-là. À partir du moment où on propose que les choses puissent être autrement qu'elles le sont, les gardiens du temple ont tendance à dire que ça leur pose problème, parce qu'il y a des grands principes derrière des choses qu'on fait, et puis si on modifie la pratique, c'est parce qu'on remet en question ces grands principes-là, et ça menace l'institution. Alors, il y a des gardiens qui assurent la sanctuarisation du système. Après ça, tous ces systèmes-là sont caractérisés par leur cohérence interne. L'ensemble des activités sont en lien les unes avec les autres, et une certaine organisation des choses est possible. Bon, évidemment, on reparlera de ça tout à l'heure, parce qu'une des raisons pour laquelle la justice réparatrice a la possibilité et déjà utilise les espaces qui sont laissés ouverts dans le système, c'est parce que le système, justement, n'est pas complètement organisé. Et c'est par ces morceaux-là, finalement, c'est par ces cracks-là, comme on dit, que la lumière passe, et c'est ce dont on va parler un peu plus tard. Autre caractéristique des systèmes, ce sont des systèmes dont la légitimité est généralement reconnue, on l'a dit. Donc, et qu'est-ce qu'implique la légitimité? C'est le fait que, collectivement, on investit des ressources considérables pour le maintien des institutions établies. Si vous ne le croyez pas, mais regardez les budgets consacrés aux hôpitaux, par exemple. 42% du budget de l'État est consacré au système de santé. On investit des sommes colossales dans les institutions. Le problème, évidemment, en justice, c'est qu'on n'investit pas autant. On investit quand même des sommes importantes. Le budget du ministère de la Justice est autour d'1 milliard de dollars par année. C'est quand même des ressources collectives. Et si on mettait ces ressources-là dans d'autres types d'activités, je sais pas, par exemple la justice réparatrice, peut-être qu'on ferait quelque chose, OK? Mais les institutions, comme ils sont légitimées collectivement, bénéficient de ressources également collectives. Et cette légitimité-là, elle finit par être portée par un ensemble de symboles que vous connaissez, hein, et qui finalement, dans le cas du droit et de la justice, sont centrés sur l'idée que c'est une grande œuvre de rationalité. Et c'est le fait, réellement, sur le plan sociologique, le droit est un système de rationalisation des rapports des personnes les uns avec les autres. Lorsqu'on établit une loi, on établit des prédictions dans nos rapports entre nous. Et donc, ça rend la société potentiellement plus pacifique. Parce que si vous savez à quoi vous attendre du comportement des autres, si les autres savent à quoi vous attendre de votre comportement, il y a beaucoup moins de chances que ça s'entrechoque. Et dans ce sens-là, le droit est une grande institution, une grande œuvre de civilisation, si je peux dire, une œuvre de pacification des rapports sociaux. Et ça, cette idée, cette légitimité-là, elle est portée à la longue par un certain nombre de symboles. Dans le cas de la justice, ce sont ceux que vous connaissez. Évidemment, il y a l'attribution de ressources propres, j'en ai parlé, et là, on le voit. Je ne sais pas, ça, c'est des locaux des différents groupes d'équijustice dans les régions. Alors, bon, si vous comparez vos locaux, puis vous comparez ça au palais de justice, vous allez comprendre que vous avez moins de ressources qu'eux. Hein? Comprends-tu? Ça ne vous échappera pas. Hein? Okay. Et finalement, il y a une grammaire interne, c'est-à-dire que chaque institution construit une représentation construite sur un lexique particulier, sur une grammaire particulière. Et ça, bon, elle s'exprime notamment dans le travail à la cour. Lorsque j'étais étudiant en 3e année en droit, pour la première fois de ma vie, je suis allé dans une cour de justice. Ça fait quand même 3 ans que je faisais du droit. Je ne comprenais rien. Et pourtant, ça faisait 3 ans que je faisais du droit. C'est très long avant de se faire à la grammaire interne d'une institution. Et finalement, on finit par s'y faire. Mais le jour où on s'y fait, mais évidemment, on crée un monde qui nous appartient, qui est très différent du monde à l'extérieur, du monde du secteur dans lequel on est. Ce lexique, cette grammaire particulière, qui est propre à la pensée juridique, contribue également à l'enfermement du château fort dont on a parlé tantôt. Bon, on va continuer. Ce qui fait la force de n'importe quelle institution, c'est qu'on sont intégrés 3 niveaux différents d'action sur le plan social. Un niveau qui est appelé le niveau référentiel. Ce niveau-là, c'est le niveau des représentations sociales, les valeurs, la conception idéale qu'on se fait de la société, l'idée idéalisée qu'on se fait de la justice, la conception qu'on se fait de la fonction de juge, par exemple, l'idée de l'avocat, par exemple, comme protecteur de la veuve et de l'orphelin. Toutes ces idées-là en fait, font partie de ce qu'on peut appeler le système référentiel, les représentations sociales qui sont valorisées. Des références qui sont généralement partagées par l'ensemble des gens dans une certaine société, ou du moins par les acteurs du système dont on parle.
Et bon, un certain nombre de ces idées-là sont périodiquement rappelées, soit par la magistrature, soit par le barreau, OK, les gardiens du temple, qui expliquent finalement pourquoi est-ce que l'institution doit être valorisée. Elle est valorisée parce qu'elle est adossée sur des valeurs qu'on considère défendues par tout le monde et sur des représentations qu'on partage tous. Il y a un deuxième niveau, c'est le niveau de la normativité. Il y a un certain nombre de règles. Dans le domaine du droit criminel et pénal, c'est le code criminel, c'est les lois statutaires qui ont une portée pénale, c'est le code de procédure pénale, c'est les règles de pratique des tribunaux. Ça, c'est la dimension normative des choses. Donc, à chaque fois qu'on va dans une institution, et puis je prends sur le plan social en général, il y a toujours un niveau référentiel, symbolique, c'est à quoi on croit. Il y a un niveau normatif, les règles qui s'appliquent, et finalement, un dernier niveau qui est le niveau des pratiques sociales. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça inclut beaucoup de choses. Les logiques d'action, les habitudes, les rituels, les attentes mutuelles, tout ça, même les installations organisationnelles. Un des projets que j'ai là depuis des années, et je pense que je vais finir par le réaliser, c'est de travailler sur l'architecture des palais de justice. C'est quand tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses. Puis si tu veux changer la pratique des palais de justice, et donc conséquemment les pratiques de justice, t'as presque pas le choix. Il faut changer une partie de l'architecture des palais de justice eux-mêmes, parce que les structures dans lesquelles on est sont déterminantes dans notre façon de fonctionner. Ici, par exemple, la salle est carrée, mais une fois que la salle serait ronde, vous comprenez qu'on aurait déjà tout un système de relations différents les uns avec les autres. Donc, l'architecture, l'organisation interne de nos activités, les relations entre les acteurs d'un système donné, tout ça, c'est déterminant dans l'organisation et l'intégration, en fait, d'une institution comme l'institution de justice. Et tout ça est par d'en bas vers en haut vers en bas, à la longue, et finalement, ça finit par faire un tout relativement cohérent. Les idées qu'on a sur le système correspondent aux normes qu'on considère être celles que le système doit respecter et aux pratiques qui sont celles des acteurs de ce système. Plus c'est intégré, plus le système a sa cohérence interne et peut assurer sa protection contre l'innovation. Donc, la question va être de savoir bientôt comment est-ce qu'on réussit à percer ça. Alors, évidemment, bon, tout ça, bon, c'est comme dans un casse-tête, mais là, ça c'est mal de tête, c'est pas casse-tête. Ça, c'est casse-tête. C'est-à-dire que, comme toutes les pièces de ce système, particulièrement au niveau de la pratique, les acteurs du système sont constitués dans un système de cohérence, ces activités-là, les unes par rapport aux autres. C'est presque impossible, en fait, d'ajouter une pièce au puzzle ou une pièce au casse-tête qui n'a pas la forme exacte qu'on s'attend pour cette pièce-là. Et c'est ce que les enfants, généralement, essayent quand même. Comme vous savez, quand tu trouves qu'un morceau de casse-tête devrait être à côté de l'autre parce qu'ils aiment les couleurs, ils vont tout faire pour le rentrer. Okay? C'est comme ça qu'on scrape un casse-tête. Mais ça montre surtout que c'est un système dont on ne peut pas facilement changer les pièces parce qu'elles sont toutes en lien les unes avec les autres. Si vous en changez une, il faut que changez toutes les autres. Et c'est ce qui rend tellement difficile les changements à l'intérieur des systèmes fortement organisés. Si vous changez une seule pièce, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas la rentrer si vous ne changez pas la configuration de toutes les autres pièces. Alors, vous voyez un peu le changement, notamment au plan des pratiques, parce que ces pratiques-là sont construites les unes sur les autres. Quand on est à la pratique du droit, comme avocat, on a un avocat de l'autre côté, là. Et puis, on ne fait pas exactement ce qu'on veut parce qu'on doit organiser notre pratique et notre activité en fonction de l'autre partie. Puis après ça, en fonction du juge. Et tous ces systèmes-là, dans le fond, répondent à une certaine logique d'ensemble. C'est pas facile et c'est très coûteux même pour un acteur du système de dire « Ah, moi, je vais changer, là, je vais faire complètement différemment des autres. » Son bureau va fermer dans les 2 mois. Okay? Et ça, c'est une des difficultés dans le système de justice. Comment on réussit à changer quelque chose alors que toutes les pratiques sont en lien les unes avec les autres, puis se concordent, se complètent les unes les autres, forment un tout. Donc, il est très difficile de changer l'orientation d'une seule pièce, sans changer l'ensemble des pièces. Et c'est un peu le défi, en théorie du moins, qu'on rencontre dans les systèmes de justice. Bon, c'est quoi un système organisé de normes, de pratiques, de représentation? On va vous donner un petit exemple. Là, vous allez voir, c'est un coin de rue, puis je vais donner un carnet de crème glacée à qui pourrait me dire dans quel coin de rue c'est. Là, on va avoir une 50aine de voitures qui vont se croiser pendant 30 secondes. Et là, regardez bien comment ils font ça. C'est une extraordinaire complexité, en fait. Et si toutes ces voitures-là sont capables de rentrer en interaction sans s'accrocher, c'est parce qu'ils répondent à une certaine logique interne. Les normes sont connues, les règles sont connues, une voiture, on sait ce que c'est. Donc, au plan des représentations, comme des pratiques, comme des normes, tout est intégré. Alors, on y va.
Alors là, ça se complique. Ça en fait de la voiture. Quand est-ce que tu tournes? Quand est-ce que tu rentres? Comment tu vas faire pour passer vers l'autre rue sans te faire rentrer dedans? Alors, tout ce monde-là, en fait, interagit dans un système d'une grande complexité. Tu regardes ça, là, tu vois le résultat, c'est compliqué. Mais c'est construit sur des normes qui sont connues par tout le monde et qui sont respectées par tout le monde. Toutes les relations. Et là, la madame peut traverser. Là. OK. Alors, c'est possible, en fait, de fonctionner dans un système si tout le monde respecte les règles. S'il y en a un seul là-dedans qui décide que lui, il traverse, il va se faire rentrer dedans. Et plus le système est intégré au plan de la pratique, plus c'est difficile d'avoir un comportement, je dirais, différent des autres parce qu'on risque de se faire rentrer dedans. Et c'est ce qui fait que changer de l'intérieur d'un système, c'est si difficile, c'est très compliqué, à moins que certaines conditions soient réunies, qui au Québec, en partie, l'ont été. Alors, qu'est-ce que ça donne quand quelqu'un ne respecte plus les règles ou quand les règles changent trop rapidement? Ça donne ça. Ça, c'est un matin, c'était à Stockholm, en Suède. Le matin où ils ont décidé qu'ils changeaient le sens de la route, tout le monde roulait à gauche avant. Là, ils ont dit à l'avenir, vous allez rouler à droite. Ils ont avisé le monde 6 mois d'avance. Et le matin où ça s'est fait, là, c'était le bordel. OK? Parce que justement, les règles des uns par rapport aux autres n'étaient pas nécessairement saisies. Il y en a qui n'avaient pas catché ça, là, que c'était ce matin-là. C'est ça que ça a donné. Alors, dans un système fortement organisé, c'est exactement ce qu'on essaie d'éviter. Mais sauf qu'une fois de temps. Et là, ça, c'est quoi? C'est le produit d'un changement. On a réussi à changer une chose. Le sens de la route. C'était la foire. Alors, une fois qu'on comprend ça, on comprend pourquoi c'est si difficile de changer un système dont toutes les règles sont reliées et structurées les unes par rapport aux autres. Ça nous amène à cette autre question. Comment est-ce qu'on peut changer des systèmes de cette nature? Et puis, c'est quoi le changement? Puis, quel changement? Alors, oui, c'est le petit dessin de tantôt. Je l'aime bien, moi, le papillon. C'est un papillon, ça? Okay. Le truc orange. Mais c'est clair qu'il ne se rend pas au même endroit que les trois autres. Hein? Ça ne vous aura pas échappé. Okay, on continue. Alors, une petite définition. C'est quoi le changement? C'est une définition que j'ai construite parce qu'elle était simple. Le changement renvoie à toute expérience individuelle ou collective susceptible de modifier les pratiques, les normes et les représentations. C'est les trois niveaux dont on vient de parler. Hein? Les pratiques, les normes, les représentations. Okay. Dans un champ d'action donné, ça peut être n'importe quel champ d'action, y compris dans votre famille. Parce que dans une famille, il y a un système aussi. Dans une famille, la famille, ça peut être une institution, un système de relations entre des parents, des enfants, puis là, tout le monde essaie de fonctionner sans s'entrechoquer. Et ça peut fonctionner pendant des années comme ça, jusqu'à ce qu'arrive l'adolescence. Okay? Mais tant que le système est organisé, chez nous, il y avait la loi du frigidaire, c'était très simple. 3 enfants, 3 jobs. Fait qu'une semaine, c'était Marie qui faisait les lunchs. L'autre semaine, c'était Antoine qui faisait la vaisselle avec moi. Puis, c'était Gabriel qui faisait la bouffe avec moi. Et là, ça roulait. Tant que j'ai pu faire rouler ce système-là, tout allait bien, parce que tout le monde était d'accord sur la règle, puis c'était prévisible, puis qui va faire le lunch la semaine prochaine, Bon, évidemment, c'est certain que si Gabriel oubliait les fourchettes, les couteaux, là, dans le lunch, là, Marie, le soir même, c'était discuté très sérieusement à table, OK? Mais c'est un système de contrôle mutuel, et ça fonctionnait très bien tant que tout le monde a eu envie de faire le lunch à toutes les 3 semaines. OK, alors, les changements, ça renvoie à des expériences individuelles ou collectives qui viennent lorsque du changement qui survient, qui sont susceptibles de modifier les pratiques, les normes, les représentations sociales dans un champ d'action donné comme la famille, la justice ou n'importe quelle autre institution. Lorsqu'une innovation connaît une certaine pérennité, on parlera de mutation sociale. Une mutation sociale, en théorie, il y en a tout le temps, mais c'est pas si facile de définir qu'est-ce qu'une mutation sociale. Donc, j'ai mis une petite image comme ça. Ça, c'est une mutation sociale. C'est-à-dire que tôt ou tard, il va falloir trouver une solution si on veut garder le château. Mais ce genre de situation-là, en fait, est très rare. Les mutations sociales, les vastes mutations sociales, c'est pas si courant. En vérité, les changements, les innovations sociales surviennent dans des dimensions ou dans des formes qui sont souvent presque imperceptibles. Et je donne un exemple de ça. Ici, par exemple, bon, là, c'est la norme d'hiver sur le Mont-Royal. Sentier fermé pour l'hiver. Mais tout le monde passe pareil ce qui passait avant. Donc, ça, c'est une innovation sociale. C'est-à-dire que une contravention à une norme qui est établie par le parc où tu vas marcher. Okay? La vérité, c'est que la plupart des changements sociaux prennent cette forme-là.
c'est-à-dire sur des pratiques, sur des expériences sociales qui sont tentées, souvent dans des milieux qui ne sont pas des milieux institutionnalisés, et puis qui tranquillement intègrent le milieu institutionnel. Alors, j'aime bien ce genre de photos, j'en ai plein. D'une certaine façon, c'est l'opposition entre ce qui est organisé, puis ce que la nature, d'une certaine façon, des rapports sociaux impose. Ça, c'est ce que j'appelle les arbres mangeurs de clôture. OK? Alors, il y a une clôture. Normalement, la clôture vise à séparer les choses, mais il y a un arbre qui pousse dedans puis qui mange la clôture. Ça, des comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines. À chaque fois que je vois un arbre mangeur de clôture, je le photographie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est l'image, la métaphore la plus forte que je peux trouver de ce qu'est le changement social. Comment le changement s'impose à des systèmes très organisés. Ça, c'est entre les deux cimetières, Côte-des-Neiges et le Montreal Cemetery. Donc, évidemment, c'est un endroit où les deux cimetières sont différents. C'est le cimetière des anglophones et le cimetière des francophones. D'ailleurs, c'est génial. Il y a un seul endroit où on peut passer entre les deux cimetières, c'est le cimetière de l'armée. Parce que, comme vous savez, dans la mort, tout le monde est égal. Mais ce qui est génial, c'est quand tu pars du côté du cimetière anglophone vers le cimetière francophone, c'est une histoire, là, c'est marqué « Ils sont morts pour la patrie et pour le roi ». Quand tu pars du côté du cimetière francophone vers le cimetière anglophone, c'est marqué « Ils sont morts pour la patrie ». Alors ça, c'est les gars du Royal 22e. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà des conceptions un peu différentes. Mais le seul endroit où on peut passer, c'est là. Tout le reste, c'est clôturé complètement, sauf pour les arbres, OK? Sauf pour les arbres mangeurs de clôture. Eux autres, bon, ils prennent leur place, quelle que soit la situation. Et l'innovation sociale, dans beaucoup de cas, prend cette forme-là. C'est une pratique qui se développe sans considération nécessairement pour les contraintes organisationnelles dans lesquelles l'ensemble de l'activité, les activités reliées à ce qu'on fait, sans qu'elles changent pour autant. Ici, vois-tu, ils ont coupé la tête, mais il veut pousser pareil. Alors, c'est une autre expression, plus ou moins, de lorsqu'une innovation se développe, qu'elle répond à un véritable besoin social, elle va pousser, OK? Même si tu y coupes la tête. Lui, je l'aime bien, parce que il n'a pas seulement poussé, il s'est imposé au système institutionnel. Il s'est imposé à la clôture. Il a dit, tu vas me faire une place. Et je crois que l'évolution de la justice réparatrice, malgré la difficulté de cette évolution-là, correspond un peu à ça. C'est-à-dire que tranquillement, on a réussi à imposer une pratique en marge ou dans ce qui précède, en fait, l'action institutionnelle organisée normale. Et donc, ça, c'est une belle image pour la justice réparatrice, si je peux dire. Sinon, on va chercher nos trois niveaux intégrés là, dont j'ai parlé, les représentations sociales, les normes, les pratiques. Ça devient en fait trois niveaux de changement potentiel. La question, c'est de savoir quand tu veux changer de quoi, par quoi tu commences. Est-ce que tu commences par les idées? Est-ce que tu commences par les normes? Ou est-ce que tu commences par les pratiques? C'est une vraie question, puis c'est pas une question insignifiante. Pourquoi? Parce qu'en philosophie, parce que tu as parlé d'une autre discipline que la mienne, on croit que les idées mènent le monde. L'idée, c'est que les idées qu'on a eues à l'époque de Jean-Jacques Rousseau expliquent la Révolution française, par exemple. Alors que ce qui explique la Révolution française, c'est le prix du pain en France. En fait. Et donc, c'est une réalité très, très matérielle, très, très concrète, pratique, qui a conduit à la Révolution française. Mais il se trouvait qu'il y avait des idées dans l'air qu'on est allé chercher pour légitimer la pratique qu'on a eue, qui à l'époque était une pratique de remise en question de l'autorité du roi. Bon. Alors, je veux seulement dire que c'est très difficile de savoir par où le changement doit venir. Très souvent, des idées sont là, en l'air, et sont défendues pendant des décennies, sans que personne puisse s'appuyer vraiment dessus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelque chose se passe. Mais ce quelque chose-là, c'est très rarement l'adhésion à une idée. C'est beaucoup plus souvent l'adhésion à une pratique. Et c'est en fait un peu la thèse que j'ai défendue dans les dernières années et qui s'est révélée complètement vraie là, dans les mutations récentes du système de justice. C'est par la pratique qu'on change les systèmes, ce n'est pas par les idées et les représentations qui soutiennent ces systèmes-là. Parce que c'est très compliqué de croire qu'une idée va véritablement conduire à des modifications de pratique. Par exemple, 1er janvier, vous prenez des résolutions, vous achetez un exerciceur, un rameur, une bicyclette stable pour faire de la bicyclette en attendant l'été, pour rentrer dans votre linge. Ça, c'est l'idée. Là. Mais les utilisez-vous souvent? Il n'y a rien de moins cher sur l'Internet que d'acheter un tapis de course. Le monde les achète, ça c'est l'idée, ils ne s'en servent pas. Alors, souvent, les idées ne sont pas suffisantes pour amener des changements dans la pratique. Et dans notre vie quotidienne, c'est un problème continu. Si on dit, on change les idées, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, grosso modo, ça, sur le plan collectif, c'est comme
qu'on appelle le changement culturel. Alors, quand on demande, par exemple, au système de justice, aux acteurs, il faut changer la culture judiciaire, il faut changer la culture de justice. Écoutez, là, ça fait 30 ans qu'on dit ça au moins, là. Mais là, ça n'a pas été suffisant, apparemment, pour changer quelque chose. C'est un peu comme vouloir changer de cerveau. C'est-à-dire, tu dis, je pensais complètement différemment. Là. Avant, je pensais comme ça. Là, je pensais comme ça. Ah, ouais. OK, la question, c'est de savoir si c'est suffisant, même si c'est sans doute nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant de changer notre conception de la justice? Et est-ce que c'est cette conception, c'est le changement de la conception de la justice qui a un effet sur la pratique ou c'est le changement des pratiques qui ont un effet sur le changement de la culture juridique? Et c'est en fait un peu le problème qu'on pose. C'est pas seulement la poule et l'œuf, là, hein? Parce que finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est beaucoup les changements de pratique qui changent notre façon de voir la justice et pas l'inverse. Même si, en général, on croit que c'est le changement de culture, on va changer nos idées, on va changer nos pratiques, pas de même que ça marche. Changer les normes, c'est possible, mais c'est très difficile de changer les normes sans avoir toujours derrière les traces des anciennes normes. J'ai pris ça à Paris. Ils ont à un moment donné décidé de changer les flèches qui permettaient d'expliquer comment on rentre dans le wagon de métro. OK? Alors, ils ont mis des nouvelles flèches, c'est juste qu'ils n'ont pas été capables complètement d'enlever les anciennes. Ça, c'est classique dans le système de justice. On change le code de procédure civile, on change le code de procédure pénale, ça change rien. Rien. Les acteurs continuent à faire exactement la même chose. Alors, changer les normes, c'est pas toujours suffisant, même si c'est également nécessaire, mais ce n'est pas toujours suffisant. En fait, ce qu'il faut, c'est plutôt changer les pratiques. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Dire, je vais faire autrement, on va pratiquer autrement. Alors, c'est facile de changer les idées parce que ça ne te coûte rien. Tu veux changer les normes, ça dépend si tu les respectes. Ce qui est le plus difficile, c'est d'amener du changement par les pratiques, mais c'est peut-être la seule façon d'y arriver. Et donc, c'est ce qui m'a de plus en plus intéressé. Comment est-ce qu'on change ces pratiques? Arrêter de manger des hamburgers dans le canot. Alors, j'ai étudié ça le mieux que j'ai pu, en disant c'est quoi les conditions de stabilité et les conditions de changement dans un système fortement institutionnalisé, comme la justice. Ce que j'ai travaillé ici, je l'ai fait à partir de l'informatisation des activités de justice, l'intégration du numérique dans le domaine de la justice. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai que quelques changements qu'on veut amener au système de justice, les mêmes problèmes, les mêmes opportunités doivent exister, les mêmes facteurs de changement et les mêmes facteurs de stabilité. La stabilité n'est pas en soi un problème, hein, parce que l'institution ne peut pas se maintenir sans cette stabilité-là, jusqu'à ce que ça devienne dysfonctionnel. Alors, il me reste combien de minutes? Ça marche. Alors, j'ai établi ici, sur le plan culturel, la culture, les représentations sociales, le type de changement que ça nécessite. Il faut à un moment donné qu'il y ait des tensions, des contradictions entre les références sociales et les références du système. Ça, c'est pas toujours facile parce que l'institution a tous les moyens nécessaires pour promouvoir sa propre conception du monde. On le voit, par exemple, dans les difficultés qu'on a eues d'établir un tribunal spécialisé sur les violences conjugales et sexuelles. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé dans une tension entre deux systèmes. Un système fondé sur une certaine conception de l'intervention sociale, puis un système, qui est le système de justice, qui est fondé plutôt sur la nécessité qu'une décision soit prise. Et puis, la Cour a résisté en partie en disant « Ce que vous nous demandez de faire ne correspond pas à notre culture interne, notre conception de ce qu'est la justice, notre conception de ce qu'est l'action judiciaire. » Et ils peuvent avoir raison en ayant résisté à ça, en disant « On n'est pas des intervenants sociaux, il ne faut pas passer qu'on est ce que nous ne sommes pas. » là. Mais ça montre en fait qu'il y a à un moment donné des contradictions qui naissent entre la conception qu'on se fait dans l'institution de ce qui est dans ce cas-ci la justice, puis la conception que les gens se font, eux, de ce qu'est la justice. Et quand il y a trop de tension entre comment l'institution pense la justice et comment la société pense la justice, c'est à ce moment-là qu'un contexte naît qui pourrait être favorable à un changement. Et j'ai énuméré toutes les autres formes par lesquelles ça peut venir. Le retournement des critères de légitimité institutionnelle. Par exemple, est-ce qu'on légitime encore le fait qu'un tiers puisse prendre des décisions dans un contexte où les personnes impliquées dans un certain litige, un conflit indifférent, peuvent le régler eux-mêmes? Etc., 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 etc. Alors, toutes ces façons-là, une contestation de la figure d'autorité, ce qui n'est pas le cas pour les juges actuellement, comme je l'ai indiqué, puisque les juges bénéficient encore d'un très grand soutien là, sur le plan de l'opinion publique. Exigence en faveur d'une réappropriation sociale de la justice, ça correspond un peu à ce que la justice réparatrice propose, mais pas seulement.
le mouvement en faveur d'une plus grande implication des personnes dans la justice, d'une construction sociale de ce qui est juste et pas juste. Cet mouvement-là est très ancien. Mon premier ouvrage là-dessus date de 1993. Je parlais à ce moment-là de justice préventive. Comment est-ce que, ou de droit préventif, comment on évite les litiges, les conflits, en les réglant de façon anticipée, en évitant qu'ils naissent ou en évitant que ces conflits-là conduisent à une rupture d'une relation qui a vocation à se poursuivre, etc., etc. Et ces idées-là, même si je les ai émises en 1993, ça a quand même pris 25 ans avant qu'on les introduise. Et donc, ça montre que dans les systèmes fortement institutionnalisés, réussir à faire changer quelque chose, c'est très difficile. Il faut être très, très, très décidé. OK. Alors, il y a des facteurs des contextuels qui favorisent, il y a des processus qui favorisent également des changements de culture. Alors, évidemment, il faut que les astres soient alignés, hein, c'est une nécessité absolue. Ça prend un certain nombre de conditions collectives. Il faut que la demande sociale soit extrêmement forte pour qu'on change notre conception de notre activité, des activités institutionnalisées. On l'a aussi en médecine. Tout le mouvement, par exemple, de la médecine alternative est un mouvement qui conteste, en fait, la façon dont les hôpitaux, dont les professionnels de la médecine interviennent dans les cas de maladie d'une personne. Bon, moi, je vais encore voir mon médecin, là, je pense qu'il fait plus de bien que de mal, mais avant de réussir à changer un système sur le plan des idées, des représentations, ça prend beaucoup de facteurs et c'est pas facile de les réunir. Maintenant, ça peut arriver, des changements de paradigme. J'aime bien lui, tu sais, parce que finalement, c'est l'arme qui se débarrasse du char. Alors là, on est en face d'un changement complet de paradigme. Donc, il arrive que oui, à un certain moment, l'ancien système de représentation ne peut plus tenir, on le change par un autre. Et ça, c'est pas si facile à faire parce que justement, les institutions elles-mêmes sont porteuses des conditions, des ressources qui permettent de défendre leur propre activité, de la faire légitimer. Autre dimension, c'est la dimension normative. Est-ce qu'on peut changer les normes et faire que du changement survienne parce qu'on change les normes? Alors, ça prend également un certain nombre de conditions. Le développement de nouveaux critères de légitimité normative, parce qu'on constate que les anciennes normes sont moins légitimes que les nouvelles qu'on se donne, contradiction systématique entre les normes établies. Lorsque dans un système, il y a des normes qui se contredisent trop, ça conduit à des aberrations sur le plan normatif, c'est un problème. On passe notre vie dans les tribunaux à discuter sur quelle est la norme qui s'applique à un cas donné. Le gros problème du juge est constamment ce problème. Je parle sur le contrôle de Pierre. C'est-à-dire, quelle norme je vais appliquer? Alors, les cas les plus sévères, c'est sur des problèmes de savoir quelle norme s'applique, quelle norme est au-dessus de l'autre. Parce que s'il n'y avait pas de conflit sur l'interprétation des normes, ou sur le sens qu'on doit donner à la norme, ou sur quelle norme s'applique, il n'y aurait pas de procès. Donc, le système est construit constamment pour régler ce problème-là. La décision de justice, c'est une décision qui vient rétablir le sens qu'on doit donner au droit, à la norme, qu'est-ce qu'est la règle de droit qui s'applique. Et elle doit normalement s'appliquer à tous les autres cas du même genre. Et donc, tant que ça fonctionne, ça va, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on n'arrive pas, ça devienne intenable. Dans certains cas, les joueurs eux-mêmes peuvent être en opposition avec le système. Ça ne s'est pas vu beaucoup dans le système de justice. Là, j'ai rarement vu le barreau se plaindre de l'activité judiciaire. Mais ça pourrait arriver. Et c'est sans doute arrivé déjà dans le passé, que le barreau dise « telle chose, ça ne marche pas, il faut changer complètement ça ». Mais disons qu'on ne peut pas considérer, malgré tout le respect que j'ai pour le barreau, puis j'ai beaucoup d'amis là-dedans, et j'aime bien la bâtonnière actuelle, on n'a quand même pas vu ça historiquement souvent, que le barreau soit le moteur d'un changement du système judiciaire, etc. Alors, on peut changer les normes, mais ça prend un contexte, ça prend certaines conditions. Dans le cadre de certains processus de négociation, d'intégration d'une nouvelle norme graduellement, ou d'un coup, et qui norme changerait le sens de toutes les autres normes. On a adopté, maintenant pour le Code civil, on sort un peu de notre domaine, mais le Code de procédure civile, le nouvel article 1 qui a été mis en œuvre en 2016, dit « Si vous êtes pour avoir un litige avec quelqu'un d'autre, écoutez là, parlez-vous donc, s'il vous plaît, avant de demander à un juge de trancher à votre place. » Bon. Cet article-là, qui est l'article 1, normalement, change l'économie de l'ensemble du code de procédure civile. Et c'est un peu la même chose pour la justice réparatrice. La question, c'est de voir est-ce qu'on y parvient. Toutes ces questions de conciliation, de médiation en matière civile, c'est possible à n'importe quand dans la trajectoire judiciaire. Pourtant, il y a très, très peu de pratiques de ça dans la réalité. Les bureaux n'ont pas changé leurs pratiques. Pourquoi? Parce que leur modèle d'affaires, leur modèle d'organisation ne peut pas être rentabilisé avec un changement radical de leurs pratiques. S'ils règlent les problèmes dès qu'ils se présentent, comprenez-vous, ils n'ont plus de dossier, là. Quand dans 2 semaines, il n'y a plus de case l'autre.
Comment tu peux survivre comme bureau si tu fonctionnes en disant on va vous aider à régler votre problème? Alors, comme disaient les gens, les personnes âgées dans les années 70 aux États-Unis où la médecine est privée, les médecins peuvent ils peuvent pas nous guérir. Ils vivent de nos maladies. OK, bon. Alors, tu vas dire, c'est un peu fort. Oui, mais il faut quand même comprendre, ça n'aurait pas une logique générale. Tu sais. Si on règle rapidement ton problème, ça en prend des dossiers avant de réussir à rentabiliser une pratique. Et donc, il y a des choses, même si la norme change, c'est au plan de la pratique que ça devient difficile à mettre en œuvre, même quand tout le monde est d'accord. Parce que vous ne trouverez pas un seul praticien qui pense que la médiation, mettons, n'est pas une chose utile, que la justice réparatrice n'est pas une nécessité. Tout le monde est d'accord, au plan des idées comme au plan des normes. Mais dans la pratique, c'est pas ça qui est mis en œuvre. Alors, c'est très difficile de changer une norme. Je vais vous donner un exemple ici. Ça, il y a 2 escaliers à Montréal, hein, 2 types d'escaliers dans le métro. Ça vous a pas échappé, hein, ça? Il y a ces escaliers-là, là, où il y a une rampe entre les deux, puis il y a des escaliers comme ça avec plusieurs rampes. Quand c'est dans cet escalier-là, le monte, grimpe à droite, puis descend à gauche. Enfin, ils descendent à droite, donc à gauche pour les autres. Quand vous avez des règles de cette nature-là, là, tout le monde se rentre dedans. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile de changer une règle qui est déjà établie parce que les habitudes sont prises. Ici, on a changé la règle, puis c'est très difficile, en fait, de faire le trafic sur ces escaliers-là, puis de fait, tout le monde est obligé de s'excuser. OK? Alors, c'est pas facile d'établir des systèmes, puis de les maintenir. Puis quand on les change, ben, des fois, ça suit pas. Alors, c'est l'exemple le plus beau que j'ai trouvé. Métro Saint-Michel. Je ne sais pas qui c'est qui a pensé à ça. Mais ils ont mis finalement les flèches pour monter puis descendre dans le mauvais sens. Pensez-vous que le monde va commencer à monter à gauche cette raison-là? Les pratiques l'emportent sur la norme. Et conséquemment, c'est très difficile de croire qu'on peut changer quelque chose en changeant juste la norme. Ça, c'est un bel exemple. Il y en a plein des comme ça. Moi, ce qui m'a sauvé la vie dans ma recherche, c'est le téléphone cellulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un appareil photo dessus. Alors, je me promène, là. Il y en a des comme ça, là. Tu peux passer ta vie à prendre des photos sur le chemin, tant que ça évite qu'on identifie les personnes, protection de la personnalité. Alors ici, j'ai évité ça. Puis là, lui, il ne fait pas seulement grimper, il grimpe ça 2 par 2. OK? Lui, il a compris comment ça se grimpe un escalier. OK. Alors, c'est très compliqué de croire qu'en changeant une norme, on change les comportements. Et donc, il faut regarder ailleurs, même si peut-être changer les normes, ça fait partie du changement. Mais ce n'est pas suffisant. Les derniers changements, ceux que je crois être les plus nécessaires, utiles, c'est les changements de la pratique. Changer la société par le changement de nos pratiques sociales. La plupart des changements des lois n'ont pas précédé la pratique ou les changements de pratique. Ça a suivi les changements de pratique. Dans les années 60, quand les couples ont décidé de rester ensemble sans être mariés, un méchant scandale, on appelait ça comment, M. le juge? On appelait ça les concubins. Oui, c'est ça. Les personnes à côté, c'est vrai. En tout cas, tout ça pour dire que c'était pas très bien vu. Puis c'était contre la loi, en fait, d'une certaine façon. Oui, il y avait des enfants illégitimes, c'est vrai dans ce temps-là, parce que quand tu étais à côté, les enfants ne pouvaient pas être légitimes. Ça se comprend tout de suite. Vous comprenez ça? Bon, OK. Alors, écoutez, ça a quand même pris jusqu'à 1980 pour pouvoir changer la loi sur cette question-là. Donc, c'est clair que la loi est venue après le changement social. Et là, ça prend pas un génie pour trouver des exemples nombreux de ça. Il y a quelques exceptions. Par exemple, lorsqu'on a décidé qu'on pouvait donner aux enfants les noms du père ou du mère ou des deux. Là, avant qu'on réussisse à avoir, au début, il n'y a personne qui mettait les deux noms. Après ça, tout le monde a mis les deux noms. Puis là, on revient un peu là-dessus, parce qu'on se demande si ça a bien du sens. En conséquence de quoi, ça prouve que peut-être que dans certains cas, la loi peut précéder la pratique, mais elle ne fonctionne réellement que quand elle suit la pratique. Et donc, c'est par la pratique qu'on change les rapports sociaux. Et là, bon, il y a des conditions contextuelles qui favorisent ce changement de pratique-là. Il y a des processus qui favorisent ces changements-là. Et moi, je ne vous les décrirai pas ici parce que je veux qu'on ait du temps pour jaser. Mais comme vous avez à EquiJustice, ils vont avoir le PowerPoint. Si jamais vous voulez travailler autour de ça, c'est possible. C'est un texte, c'est possible d'un texte qui va être publié en français quelque part cette année, en France, cette année ou au début de l'année prochaine. Mais il existe en anglais, mais vous êtes mieux de travailler à partir de ces matrices-là. Honnêtement, je regardais ça, j'ai travaillé là-dessus dans un moment de... Des fois, on a des idées. Là, je disais ça, sais-tu, c'est pas fou. En tout cas, d'une certaine façon, ça explique
Qu'est-ce qui est possible, pas possible? Comment on arrive à faire du changement dans des systèmes où c'est pas facile? Parce que juste en changeant la norme, toujours la même chose, c'est pas toujours facile. Alors ici, là, les gens mettaient leur top de cigarette dans l'endroit où on mettait dans la jardinière. Alors, ils ont mis c'est très intéressant, ils ont établi une première règle, mettez pas vos bunches de cigarettes dans la jardinière. Puis deuxième affiche, s'il vous plaît, respectez l'idée que vous ne devez pas mettre vos bunches de cigarettes dans la jardinière. Donc, ce que je veux dire, c'est que changer la norme, c'est pas toujours assez. Il faut que tu la répètes, il faut que tu jusqu'à ce que la pratique change, mais ça peut être assez long. Ce qui a finalement changé et solutionné tous ces problèmes-là, c'est que le monde fume quasiment plus. Et donc, dans le fond, ça s'est réglé par une autre voie. Par quelle voie? Changement de la pratique sociale. C'est pas un changement à la norme, c'est un changement des pratiques sociales. Bon, ça nous amène à la dernière question. Comment on ouvre une conserve si on n'a pas d'ouvre-boîte? Alors ça, c'est le problème. La conserve, c'est quoi? En fait, d'une certaine façon, c'est le château fort de tantôt, c'est-à-dire une institution fortement organisée, des acteurs reconnus, établis, avec des statuts sociaux, des revenus, avec une image revêtue d'une légitimité forte, liés les uns aux autres avec un ensemble de normes sur le plan de l'organisation de leur activité qui est très forte et qui s'impose à tous ceux qui sont à l'extérieur du système, comptoir de prêt, clinique externe, nommez-les comme vous voulez. Le greffe, même à la cour, vous allez au greffe, vous allez comprendre que le greffe, c'est pas pour vous, c'est pour les praticiens. Vous allez vite vous rendre compte de ça. En parlant au greffier. Alors, tous ces systèmes-là roulent les uns avec les autres, ils sont relativement clos. À n'importe quelle intervention externe qui viendrait modifier l'équilibre de ce système, c'est vous, ça. Et puis, pour ouvrir ça, c'est pas si facile si vous n'avez pas d'ouvre-boîte. Alors, j'ai trouvé un exemple de ça. C'est très intéressant quand vous mettez comment ouvrir une conserve sans ouvre-boîte. Il y aura une quarantaine de stratégies différentes. Là, j'ai pris celle-là du couteau de chasse, là, mais il y en a un paquet d'autres, OK? Alors, vous vous informerez. Le gros problème du changement, évidemment, c'est de savoir qui va en prendre l'initiative. Vous connaissez certainement cette caricature, je l'utilise une fois de temps en temps. Qui veut du changement, tout le monde en veut, en fait. Ça, c'est les idées. Êtes-vous pour l'amour? Oui, je suis pour l'amour. Mais là, tu sais, aimer les autres, c'est tough. Donc, les gens, en fait, en général, sont pour les idées, mais pas nécessairement pour la pratique des idées. Alors, qui veut du changement? Après ça, qui est prêt à changer? Personne n'est prêt à changer. Il y a un coût au changement. Mais le pire, c'est finalement qui doit leader le changement. Qui veut conduire plus personne? Alors, conduire le changement, prendre l'initiative du changement, ça présente un coût très élevé. Bon. Et tout le monde n'est pas Serge Charbonneau. Alors, la question, c'est de savoir, hein, Serge? OK. Donc, c'est parce il a décidé qu'il n'en parlerait pas. Il n'ajoute rien là-dessus. Mais tu as raison, en fait. Il y avait toi, il y avait tous les autres. C'était une œuvre collective. C'est pour ça que ça a marché. Alors, par où commencer quand tu veux faire du changement? Eh bien, c'est très simple. Ça, c'est le système de justice. Par où est-ce qu'on peut rentrer? C'est très simple. Par la porte. Comment tu veux rentrer autrement? Ça veut dire que tu ne peux pas rentrer dans ce système si quelqu'un n'ouvre pas la porte. Tu peux toujours te battre puis considérer que ce qui se passe dans le château n'a pas d'allure, mais tant que tu ne seras pas dedans, tu ne pourras pas changer grand-chose. Il y a un risque à faire ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres façons, à moins de vouloir avoir raison de façon marginale toute sa vie, puis d'être toujours du bon bord, puis de parler contre ceux qui sont du mauvais bord, qui sont bien organisés, institutionnalisés, qui ont des bonnes payes, puis toute la quête. Mais tant qu'on fait ça, on ne change rien. Alors, la porte, c'est le problème de base. Comment est-ce qu'on peut ouvrir la porte? C'est ce qu'on appelle la méta-institutionnalisation. Tantôt, j'ai parlé de l'auto-institutionnalisation, comment on s'institutionnalise, puis c'est autant pour le système de justice que pour la justice réparatrice. Elle s'est auto-institutionnalisée, elle s'est construit une normativité propre, elle s'est professionnalisée, elle s'est normée jusqu'à un certain moment, elle s'est procéduralisée. Elle y est parvenue dans les dernières années. Mais ce n'est pas suffisant de s'auto-institutionnaliser. À un moment donné, il faut être méta-institutionnalisé. Il faut que les autres institutions avec lesquelles on doit être normalement en relation nous reconnaissent. Il y a un risque à ça dont on va parler, mais il reste que ça devient une condition nécessaire. Alors, qu'est-ce qui est pour quelle raison et comment on y parvient? Alors, j'ai fait un petit graphique sur comment les innovations deviennent des réalités institutionnelles, comment on pénètre un système fortement institutionnalisé comme la justice. Alors, vous avez un certain nombre d'innovations dans la pratique, généralement, et beaucoup plus souvent dans la pratique que dans la pensée. Une des difficultés des gens innovants qui travaillent sur des pratiques nouvelles, c'est qu'ils ont de la difficulté à expliquer à quelles conditions, pourquoi ça marche, pourquoi c'est légitime de le faire. Ils le font parce que ça répond à une nécessité.
c'est pratique. C'est au niveau le plus concret de l'action. C'est par la suite qu'on trouve les idées qui permettent d'expliquer pourquoi ça marche ça et que d'autres choses ne marchent pas. Ça prend un certain temps. Et c'est là le rôle, je pense, de la recherche ou des gens qui pensent, et dont c'est le métier de penser, de dire, bon, ça peut marcher à cause de ce que ça fait jouer tel ou tel mécanisme, ça fait jouer tel et tel ressort, qui sont des ressorts courants de la vie et qui font de la vie collective, de la vie sociale, et qu'on peut faire fonctionner, qu'on peut faire agir pour changer tranquillement notre façon d'aborder des réalités qui autrement sont prises en charge complètement par l'institution. Alors, ces innovations-là, généralement, elles naissent par la nécessité. C'était comme ça, par exemple, en matière de médiation familiale. La médiation familiale est née d'une nécessité. Les gens qui ont développé la médiation familiale au Québec au milieu des années 80, Laurent Filion, etc., ils l'ont fait parce qu'eux, ils agissaient comme experts psychosociaux pour la Cour. Puis là, ben, à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était limité ce qu'ils pouvaient faire et qu'il y avait peut-être la possibilité de faire parler les parents, et éventuellement les parents et les enfants, pour voir comment est-ce qu'on pouvait régler les questions périphériques à la séparation. Par la suite, ils se sont rendus compte que les Américains faisaient ça, et ils se sont rendus compte qu'il faut aller se former pour le faire, et puis donc ils ont d'abord répondu à une nécessité pratique. Puis après ça, ils sont allés chercher plus ou moins la pratique organisée derrière, les normes de pratique derrière, la professionnalisation derrière, puis éventuellement les idées qu'il y a derrière, les références qu'il y a derrière. Alors, au départ, ce sont des innovations qui deviennent des usages. À force de le faire, ça devient un usage. On s'habitue à faire une certaine chose plutôt qu'une autre. Puis finalement, ça finit par devenir une norme. Quand ça devient une norme, bien, tranquillement, cette norme-là peut être partagée sur le plan collectif. Ça devient une référence. Ça, c'est là où le droit est susceptible d'être changé. On change les valeurs, les références derrière la normativité. Et donc, faisant ça, on parvient à faire que l'innovation devient un changement au plan juridique, au plan de la loi. Mais la loi vient après. Et puis même les références derrière viennent après. Au départ, innovation, usage, c'est de l'expérience sociale. Ça, c'est des pratiques plus ou moins organisées. Et ça, plus ou moins, c'est l'histoire d'Equijustice. C'est-à-dire comment, et puis des organismes qui sont membres d'Equijustice, qui ont développé tranquillement des pratiques organisées, répondant à peu près à toutes les mêmes caractéristiques pratiques nécessaires. Et par la suite, la reconnaissance sociale de ces pratiques-là, qui est un travail continu, on peut considérer en partie qu'on est encore là-dessus aujourd'hui. Parce que là, bon, j'écoutais David Lametti tout à l'heure qui dit oui, justice réparatrice, mur à mur, on a ça partout dans le code criminel. Honnêtement, j'aime bien David, mais je pense que là, il y a un peu de l'enthousiasme là-dedans. Mais ça dépasse peut-être la réalité de la pénétration réelle de la justice réparatrice dans notre système de justice. Il faut être lucide. Et puis après ça, cette référence-là se développe et puis rentre en tension avec d'autres innovations. Dans 50 ans, on aura une autre façon de voir toutes ces questions. Et même si on est parvenu à intégrer complètement la justice réparatrice dans le système de justice, il y aura de nouvelles conceptions de l'action. Et là, une nouvelle zone de tension se développera. Mais vous avez 50 ans avant que ça arrive, fait que je pense que vous avez encore un temps pour réussir à vous imposer. Tout ça s'appelle innovation, usage, c'est au plan ça, de ce qu'on appelle l'espace social. C'est des espaces qui ne sont pas complètement institutionnalisés, où des pratiques nouvelles peuvent être développées, où des fonctionnements innovants peuvent se développer. Et ça, tranquillement, ça finit par pénétrer l'espace institutionnel quand on y parvient. Et puis, ce n'est possible que dans la mesure où il y a un transfert qui est fait, éventuellement d'un côté puis de l'autre, puis un décloisonnement aussi de l'institution pendant un certain temps. C'est un peu ce dont on va parler. C'est-à-dire comment on peut réussir, comment le système peut finir par s'ouvrir. Ce décloisonnement-là, comment il est possible? En fait, il est possible généralement à la faveur de crises. C'est plate à dire, mais on change quand ça fait mal. Et c'est le même à peu près dans la vie de tout le monde. Là. Vous pouvez toujours avoir une mauvaise posture, continuer à la tenir parce que vous trouvez ça confortable jusqu'à ce que ça devienne pas endurable. Parce que ce que vous faites comme ça a un effet ici, puis là, à un moment donné, vous êtes tout croche. Ça, ce problème-là, il est constant, puis on le trouve, cette ergonomie difficile dans les institutions. Il y a des dysfonctionnements, à un moment donné, qui naissent. Et ces dysfonctionnements-là, c'est eux qui créent l'obligation pour l'institution de regarder de quelle façon elle va fonctionner à l'avenir. Et c'est plate que ça fonctionne comme ça, et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a créé la commission Laurent, la commission Vien, etc. Quand est-ce qu'on fait une grande consultation? C'est quand il y a des drames qui se produisent, OK? Et ça inclut même les soins de fin de vie. Tout ça a été développé dans des contextes, des situations dramatiques, mais qui mettaient en évidence un dysfonctionnement. Ces dysfonctionnements, ils prennent toutes sortes de formes. Je l'aime bien, celle-ci. Si vous êtes capable de stationner sur cette rue, vous me le direz.
C'est dû en partie au fait qu'on multiplie des normes qui, elles, ne sont pas nécessairement compatibles les unes avec les autres, et puis à un moment donné, rendent complètement illisible le fonctionnement du système. Ici, les oppositions de pratique. Le mien, celle-là. Alors ça, c'est un autre exemple de problèmes qui peuvent être nets à l'intérieur de n'importe quelle institution. Il y en a d'autres aussi. Celle-là, c'est-à-dire incohérence des solutions par rapport à un problème donné qu'on pense pouvoir solutionner sur le plan formel. Parce que là, si jamais vous venez dire que dans ce gymnase-là, il n'y a pas de toilettes pour handicapés, je m'excuse, il y en a. Okay? Bon. Et ça, vous en avez dans toutes les institutions. À un moment donné, déconnexion avec le contexte. Alors là, bon, je sais pas, ça va prendre du temps avant qu'il y ait déneigé, mais ils ont quand même bloqué la rue pour le déneigement. Okay, bon. Il y a aussi toutes ces contradictions-là, des normes elles-mêmes. À un moment donné, on ne sait plus quand est-ce qu'on va stationner. Bon, ça là, c'est ce que j'aime le plus, là. Les aberrations fonctionnelles. Bon, indépendamment de la façon dont vous nommez ces aberrations-là, c'est des signes de dysfonctionnement. Quand un système est pris avec des difficultés de cette nature, c'est ça veut dire qu'il faut que tu penses à changer quelque chose. Et notre système de justice, il est pris avec une multiplicité de ces dysfonctionnements-là. Et c'est pour ça qu'il y a une place qui se crée pour des changements, et particulièrement pour des changements de pratique. Maintenant, bon, ça ne veut pas dire que tous ces symptômes-là sont suffisants. Beaucoup d'institutions fonctionnent tout croche, puis finalement ne changent pas pour autant. Pourquoi? Parce qu'à cause de la cohérence interne du système, il continue toujours à avoir sa logique propre. Les jugements se donnent, les juges siègent, les avocats plaident, tout le monde gagne sa vie. Je dirais, pourquoi est-ce qu'on changerait une formule gagnante? Ce que je veux dire, c'est que ce système, tant qu'il marche, du moins dans sa fonctionnalité interne, personne ne se pose de questions de savoir est-ce qu'il fonctionne bien. Et donc, on peut très longtemps vivre avec toutes ces aberrations-là sans rien changer. Si vous pensez à votre vie personnelle, vous allez arriver à la même conclusion. Donc, tous ces problèmes-là, même quand ils surgissent, ne garantissent pas nécessairement pour autant qu'on va intégrer une innovation dans le système pour l'améliorer, pour l'ajuster à la nouvelle demande sociale ou pour régler ces problèmes de cohérence interne. Ça peut fonctionner de même pendant des décennies. Le système de justice, mettons en matière civile, c'est l'autre que je connais bien, il y a une désertion du droit en matière civile depuis des décennies. Même aux petites créances. Aux petites créances, il y avait 75 000, 80 000 dossiers de petites créances en 1977, quand on a créé les petites créances. Puis aujourd'hui, c'est en bas de 30 000 par année. Ça veut dire qu'il y a la moitié des causes aujourd'hui qu'il y avait, c'est pas parce que le monde ne se chicane plus, ils y vont plus. Mais ils ont fonctionné très longtemps sans se poser la question de savoir si les petites créances marchaient ou pas. Mais c'est le même dans tous les tribunaux civils. Alors, la question, c'est de voir, est-ce qu'on peut vivre longtemps avec des aberrations organisationnelles, institutionnelles, décisionnelles? Absolument. On peut fonctionner et pas se rendre compte tellement de ce qui ne va pas, jusqu'à ce que ça devienne intenable. Mais même à ça, même quand ça devient intenable, c'est un peu compliqué. Le gros risque, lorsqu'on arrive avec une innovation qui, normalement, pourrait permettre au système de se renouveler, c'est la tension entre ce que j'ai appelé l'auto-institutionnalisation, une pratique qui s'organise tranquillement, qui se structure, et la méta-institutionnalisation, c'est la reconnaissance par l'institution déjà établie de cette pratique. Comment est-ce que cette relation s'établit? Alors, jusqu'ici, une difficulté technique? Non, pas du tout. On s'est dit qu'on se dirait quand il restait 10-15 minutes. Ah, j'en ai pas moins que ça. OK. Alors, jusqu'ici, l'auto-institutionnalisation, ça a été la règle dans la justice réparatrice. La justice réparatrice s'est développée comme le produit d'une nécessité pratique dont j'ai parlé, et puis elle s'est professionnalisée, elle s'est normée, elle s'est procéduralisée graduellement par ses propres moyens. Et puis, l'auto-institutionnalisation a été plus forte que la méta-institutionnalisation. Mais tranquillement, on vient dans une période où la méta-institutionnalisation survient parce que le système a besoin à tout prix de se renouveler. Toutes sortes de raisons, souvent des mauvaises raisons. C'est pas des raisons, des bonnes raisons pour le système. Des raisons de délai, notamment. Les raisons de la condition qui est faite aux victimes lorsque ces délais sont trop longs. Ou pour les infracteurs eux-mêmes, lorsque ça n'en finit pas de procéder. L'arrêt de Jordan, d'une certaine façon, est venu consacrer ces dysfonctionnements-là, ou les reconnaître. Et là, à ce moment-là, évidemment, ça conduit à une nécessité. Il faut changer la façon dont on aborde les problèmes que le système de justice, jusque-là, gérait par lui-même. Et la question, c'est cette nouvelle, je dirais, équilibre entre la méta-institutionnalisation et l'auto-institutionnalisation. Quand tu es reconnu par les autres, tu es souvent reconnu à leurs conditions, pas à tes conditions.
Et là, la question, c'est de savoir jusqu'à quel point la pratique de la justice réparatrice peut s'imposer pour elle-même, pour les raisons profondes, pour le moteur sur lequel cette pratique est construite, et non simplement pour répondre aux exigences organisationnelles et institutionnelles de la justice, ou du moins comment profiter de ces dysfonctionnements-là pour que la justice réparatrice puisse s'imposer dans sa spécificité et pas uniquement comme une solution à un problème bancal, ce qui, dans le fond, pose le problème de savoir à quelles conditions tu t'institutionnalises ou à quelles conditions tu joins le système institutionnel. À partir du moment où c'est aux conditions du système institutionnel, ton action va être évaluée à partir des priorités du système institutionnel. Si c'est les délais, si c'est etc., on s'éloigne en fait des raisons pour lesquelles la justice réparatrice a du sens. Et donc, la question est là. Comment garder l'intégrité d'une innovation tout en participant à solutionner des problèmes réels du système de justice pour lesquels ces pratiques elles-mêmes ont été développées? Comment on réussit à faire cette jonction-là? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut éviter l'instrumentalisation sans l'institutionnalisation, c'est-à-dire être utilisé par le système sans avoir réellement, être vraiment parvenu à s'institutionnaliser à l'intérieur de ce système. Et l'instrumentalisation, c'est courant, en fait, dans l'ensemble des systèmes institutionnels. Je le répète, la justice réparatrice existe depuis 500 ans, puis le système de justice depuis plus que 800 ans. Vous comprenez, c'est le jeu du pot de fer et du pot de terre. Là. À un certain moment, tu peux toujours croire que tu es un égal, mais l'autre est en fer, puis toi, tu es en terre. Et puis, bon, c'est une fable de La Fontaine que vous avez tous... Non? Oui? Regardez ça. Fable de La Fontaine, pot de fer, pot de terre. C'est deux pots, c'est deux chaudrons qui se rencontrent, puis qui sont très contents d'être avec l'autre, puis qui dansent, ta. Mais à un moment donné, le pot de fer accroche le pot de terre, puis il casse le pot de terre. Okay? Parce que le pot de terre, c'est il a oublié que lui est en terre. Alors, c'est un peu la question ici, c'est à quelles conditions cette institutionnalisation peut être possible sans que ce soit simplement de l'instrumentation. Mais il y a de l'espoir, quand même, parce qu'il y a eu des changements qui sont survenus sur le plan de la pensée, comme sur le plan des normes, comme sur le plan de la pratique. C'est-à-dire qu'il y a eu une intégration graduelle des trois dimensions qui déterminent le changement. Et si on regarde le film, on doit constater qu'on a aujourd'hui entre les mains une conception, on a légitimé une conception différente de ce qu'est la justice, de la façon dont on peut définir ce qui est juste et pas juste, de la façon dont on peut intervenir dans le système de justice. Et on le voit dans l'opinion publique. C'est un sondage qui a été fait ici en 2018, et dans lequel on demandait si vous aviez à rencontrer un juge, quel serait le plus important pour vous? Est-ce que c'est qu'il décide rapidement? Est-ce qu'il soit impartial? Est-ce qu'il vous donne raison? Ou est-ce qu'il prenne le temps de vous écouter? 55% des gens, en marge d'erreur, disent qu'ils prennent le temps de m'écouter. Cet élément est central dans la conception contemporaine qu'on doit se faire de la justice. Il y a des secteurs du droit où on est beaucoup plus proche de ça, je pense en droit de la jeunesse notamment, parce que ça fait partie plus ou moins de l'idée qu'on se fait de la fonction du juge. Mais qu'on prenne le temps, puis encore qu'il y a des échecs là-dedans aussi, mais tout de même, que les gens veulent que le juge prenne le temps de les écouter. Cette idée-là de l'écoute est centrale dans la construction. Si on peut être écouté, qu'on peut parler, on peut définir et réfléchir ensemble sur ce qui est juste et pas juste. On peut construire des normes pour l'avenir. Et ça, c'est un signe fort de ce que les gens, que la population est disposée à une conception différente de la justice. Sondage 2021, celui-là, on demande finalement par quoi, comment vous avez un problème avec quelqu'un d'autre, comment vous aimeriez le voir réglé. Par arbitre, 6%. Par procès, 3%. Par négociation, 38%. Par médiation, 53%. C'était l'idée qui intègre tranquillement l'opinion publique que ce serait possible de se faire aider pour régler les différends qu'on a avec d'autres, par d'autres modalités, par une fonction de tiers qui n'est pas le tiers non, directif qui est le juge. Ça ne signifie pas que le juge n'a rien à voir là-dedans, évidemment. Et peut-être que c'est la présence du système de justice qui peut justifier ou amener les gens à chercher une façon différente de régler les litiges dans lesquels ils sont, peut-être à cause des satisfactions qu'on peut avoir au cours du processus judiciaire. Mais quelle que soit la raison, il y a une prédisposition pour une médiation plus grande des problèmes sociaux, des litiges, des différends. Il faut réfléchir à utiliser ça, et ça vient légitimer la pratique de la justice réparatrice. Donc, il y a eu des changements qui sont venus sur la définition de c'est quoi la justice, mais il y a également un changement de normativité. Je pense que le programme de mesures de rechange général, qu'on appelait avant le programme de mesures de rechange pour adultes, c'est une innovation normative.
mais qui justement met en action des pratiques qui existent déjà. Il n'a pas inventé ça. Quand les programmes ont été développés, il y avait déjà des acteurs de ça. On n'a pas été obligé de les former là, dans la semaine qui ont suivi. Ils étaient déjà là. La pratique a précédé le changement de la norme. Mais il l'a permis, il l'a encouragé, il lui a donné un cadre qui permet, et puis c'est un cadre qui est intéressant parce qu'il survient avant la judiciarisation, et donc c'est plutôt de la non-judiciarisation ou de la déjudiciarisation. Il parvient, en fait, à s'inscrire dans une séquence où il n'est pas complètement bouffé par la trajectoire judiciaire. Il ne devient pas qu'un élément, qu'une première procédure dans la trajectoire judiciaire. Il y a un risque de ça, évidemment, à terme, s'il y a trop d'échecs au plan de la justice réparatrice, ou du moins de l'intervention dans les programmes de mesures de rechange. Et on saura ça bientôt, puisque Catherine Rossi, qui travaille là-dessus, surveille ça de très près. Ce n'est pas seulement qu'est-ce qu'on fait, mais comment on le fait, comment on y parvient. Alors, ça, ces normes-là ont changé, et puis ont changé également les pratiques elles-mêmes, mais qui étaient déjà en changement. Ça existait déjà, la pratique de la justice réparatrice. Les représentations sur la justice réparatrice existaient déjà, mais elles n'étaient pas intégrées au système de justice. Mais là, quand c'est le ministre de la Justice qui nous parle de justice réparatrice, puis moi, j'ai parlé avec lui il y a tout juste 2 ans, dans la foulée d'un budget, je crois, où je lui disais, ben là, justice réparatrice, hein, quand même, justice réparatrice. C'était pas tellement dans son écran radar, là. Ouais, mais là, tu vois qu'il était pas mal plus positif par rapport à ça. Je ne dis pas que ça change grand-chose, mais ça veut dire que la représentation qu'on se fait de la justice dans une perspective de justice réparatrice peut éventuellement percer le mur du son, puis se rendre aux instances les plus, je dirais, décisives dans la définition du droit ou des ordres de l'ordre judiciaire. Et donc, il y a là-dedans quelque chose. Le reste, c'est de surveiller d'assez près la façon dont c'est fait et comment ça va évoluer pour ne pas être complètement absorbé par le système lui-même. Et donc, finalement, pour finir, c'est cette idée-là que je pense qu'on doit retenir. Bizarrement, qu'est-ce qui fait que la justice réparatrice réussit tranquillement à faire sa place dans le système judiciaire et pas seulement en marge complète du système judiciaire? C'est un certain nombre de choses que j'avais déjà définies lorsque j'ai travaillé, comme j'ai dit, j'ai pas travaillé ça sur la justice réparatrice, mais sur la question de l'informatisation, du numérique dans le judiciaire. Mais vous voyez les caractéristiques, l'inefficacité avérée de l'organisation judiciaire, les délais, etc., discrédit des pratiques archaïques de la justice, remise en cause des coûts personnels et institutionnels de la justice, dénonciation des difficultés inhérentes aux activités du système, abandon de procédures, auto-représentation, toutes les formes qui montrent des dysfonctionnements pratiques du système et qui créent un contexte de changement et des processus de changement, intégration d'innovation peu intrusive. Et là, dans ce cas-ci, c'est un peu ce qu'on a, parce que finalement, si jamais ces pratiques de justice réparatrice qui sont proposées dans les dossiers dans lesquels des gens ont avantage à réfléchir à leurs pratiques qui ne veulent pas non plus se retrouver dans leur situation prise en charge par le système de justice, tout ça favorise en fait l'intégration peu intrusive, c'est-à-dire dans la préjudiciarisation ou dans la déjudiciarisation. On a fait un ouvrage il y a déjà un bout de temps à l'école des criminaux. Moi, je suis rattaché à une faculté de droit, mais l'école des criminaux, ils sont bien patients avec moi à l'Université de Montréal. Donc, on avait travaillé ensemble sur toutes ces questions, la décriminalisation, la dépénalisation, la déjudiciarisation. Et puis, à l'époque, on a publié en 2000, je crois, c'était complètement marginal ce qu'on disait. Puis, on montrait en fait qu'il y avait une immense résistance des acteurs du système par rapport à tout ça. Là, il y a une beaucoup plus grande ouverture. Peut-être pour des mauvaises raisons. Comme je dis, des fois, on fait la bonne chose pour la mauvaise raison. C'est pas toujours une bonne idée, parce qu'on l'a fait aussi, l'évaluation qu'on va faire de la performance de ce qu'on va faire dépend du problème qu'on voulait régler. Le système règle toujours ses propres problèmes. Comme je dis, il règle pas nécessairement les problèmes toujours de la société. Mais la question, bon, ça veut pas dire que ce n'est pas possible. On a fait la même chose en matière de médiation familiale. Il y a des raisons très précises, des accidents de parcours, des questions d'argent, de coûts, qui ont présidé à la reconnaissance de la médiation familiale comme une nécessité, mais finalement, elle a quand même réussi à profiter de ça pour s'imposer jusqu'à un certain point. C'est son développement. Et puis, si on regarde au plan des processus, pour ce qui est de la justice réparatrice, puis notamment de ce programme de mesures de rechange, il y a donc intégration d'innovation peu intrusive, réponse à des impératifs précis partagés, fonctionnels ou financiers, rééquilibre de l'ensemble des pratiques du champ. On n'est pas complètement parvenu à ça, c'est peut-être le prochain défi au plan processuel. Injection de ressources spécifiques associées à la mise en œuvre de l'innovation, ce qui, en fait, est venu avec le développement du programme de mesures de rechange.
Donc, finalement, sans que ce soit une grande prédiction, là, je me suis dit que je m'étais pas trop trompé quand j'avais envisagé ça. Et ça sert à expliquer pourquoi actuellement il y a un développement possible de la justice réparatrice dans un cadre particulier. Là, ça s'agit de voir comment est-ce que ça s'institutionnalise. Comme je dis, c'est les travaux de Catherine Rossi qui permettra de le savoir. On attend ça avec impatience. Alors, on est au moment de la discussion. Si vous voulez, là, je me suis reproduit moi-même. Et puis, en avant, c'est vous autres. OK. Alors, voilà ce que je pouvais dire sur ces questions. On est à la période qui vous intéresse assurément, qui est d'être en contact avec ce que vous avez entendu et les propos de Pierre. Moi, j'ai des questions, mais c'est pas tant pour moi qu'on est là, c'est beaucoup pour le public. Fait que si tu es d'accord, on va y aller avec des questions en salle, puis des questions aussi par webinaire. Donc ici, il y a Olivia et Linda que je vais regarder de manière attentive pour que vous puissiez me dire s'il y avait déjà des questions. Donc les personnes qui sont sur le webinaire, vous voulez poser des questions, je vous prioriserai s'il y en a. Il n'y en a pas. Donc déjà en salle, il y a Marielle qui est tout à votre droite et Maria-Josée à votre gauche qui ont les micros qui vont venir vers vous. Ça va être important de parler dans le micro, même si vous avez une relation peut-être trouble avec le micro. Je vais demander à chaque personne de s'adresser dans le micro pour s'adresser à Pierre. Mesdames vont se diriger vers vous. Fait que vous avez juste à lever votre main, vous pouvez rester sur place. L'idée, c'est de commencer l'échange avec Pierre. Est-ce qu'il y avait déjà des gens qui avaient quelque chose en tête à partager? Sinon, je vous amène peut-être tout de suite sur qu'est-ce que ça vous dit, les propos de Pierre? Il y a Stéphanie ici. On va y aller 1-1. Stéphanie en salle, puis je vois que Olivia a aussi une personne par webinaire. Bonjour. Marie, tu as raison, c'est vrai, c'est intimidant. J'ai l'impression que les innovations doivent être acceptées par le système. Des fois, l'innovation cogne à la porte pendant des années, jusqu'à ce que le système dise on a besoin de vous finalement. Ça s'explique comment on continue à frapper à la porte ou on modifie notre innovation pour en faire partie finalement. Ça fait longtemps que je suis dans l'innovation sociale, je pense. Là, ça fait... Je voyais un film récemment du Sommet québécois de la jeunesse, 1983, que j'ai présidé à l'époque. Et puis, j'ai réalisé en regardant ce film-là, bon, finalement, on joue un certain rôle, puisque c'est moi qui présidais cet événement-là. C'était quand même 5000 jeunes qu'on avait mobilisés out of nowhere, là, parce que out of nowhere, il y avait 5000 jeunes qu'on avait réussi à mobiliser, 17 régions, etc. Que avoir raison, c'est pas suffisant. C'est tout simplement ça. On peut toujours avoir raison. Puis il me semble que j'écoutais les résolutions qui ont été adoptées lors de ce sommet-là, une cinquantaine de résolutions, une quarantaine. Puis on a raison dans toutes ces propositions-là, sur l'école, sur les rapports hommes-femmes, sur à l'époque, il y avait le désarmement, l'environnement, comment réagir à l'informatisation des sociétés. On voyait déjà ça arriver. Et tout ce qu'on a adopté, franchement, ça a encore beaucoup de bon sens, mais c'est pas suffisant. Je pense que, oui, frapper à la porte, oui, autant que fois que c'est nécessaire. Ça m'est arrivé à un moment donné sur des projets de recherche risqués, puis encore récemment, c'est arrivé de se faire dire non plusieurs fois. Mais un jour, je travaillais, quand j'étais en Abitibi-Témiscamingue comme professeur, je me tenais avec les gens des forestiers, les gens qui travaillent sur les feux de forêt, des ingénieurs forestiers qui enseignaient à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, en même temps à l'UQAM, sur le développement des forêts. Et je vais demander à ce type-là qui avait juste un peu plus de bouteilles que moi, qu'est-ce que c'est un bon projet de recherche? Il m'a dit, un bon projet de recherche, c'est un projet qui est financé. Je sais quoi un projet financé? C'est un projet que tu soumets, que tu ressoumets, que tu re-ressoumets, que tu re-re-ressoumets jusqu'à ce qu'il soit financé. Alors, j'ai vécu avec ça, et puis j'ai soumis des projets plusieurs fois où je me suis fait dire non, puis j'ai resoumis jusqu'à ce que je sois financé. Parce que même si ma conviction personnelle que le projet était bon suffisait,
Et il fallait quand même que je le ressoumette. Alors oui, tu frappes à la porte autant de fois que c'est nécessaire. Et puis oui, ben, ce qu'on fait, changer d'institution, c'est dur. 25-30 ans dans la vie d'une société, même si pour nous c'est long, parce que là, à un moment donné, on va prendre la retraite. Mais 25-30 ans, c'est long, mais c'est ça le temps de la vie institutionnelle. Si on veut changer durablement, il faut changer les institutions. Donc oui, ça prend très longtemps. Une fois qu'on comprend ça, on est capable de se lever tous les matins. On ne travaille pas pour ce qu'on va réaliser dans la journée, mais pour ce qu'on va réussir à faire tranquillement, jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est très connu dans le domaine du football, tu sais, c'est que lorsque tu as le ballon, puis tu as un mur devant toi, tu rentres dans le mur, puis tu pousses jusqu'à ce que tu passes. Et donc, c'est la même logique. Et je crois vraiment qu'il faut fonctionner comme ça. Maintenant, il faut voir, vous êtes quand même plus nombreux que ce qu'on était il y a 30 ans, quand on faisait 25 ans, quand on faisait des colloques avec le Rojac. Et donc, on est en face quand même d'une armée, là, si je peux dire, de gens engagés qu'on n'avait pas avant. Et ça, cette masse-là est un élément déterminant. Et je crois que ça, de ce point de vue-là, on est beaucoup mieux situé aujourd'hui pour amener ces changements-là qu'avant. Et comme je dis, la légitimité qui est donnée, même si on peut considérer que c'est plus facile pour un ministre de parler que d'agir, il reste que ce que le ministre Lametti dit, c'est important, parce que même ce que le ministre Jean Barrette dit, c'est important, parce qu'il cautionne ce que vous faites, et tranquillement, il le légitime. Et là, ça devient de plus en plus incontournable. Donc moi, je pense que vous êtes beaucoup plus proche de réussir à imposer la justice réparatrice que jamais dans le passé, là. Et là, il y a une opportunité, en autant que vous gardez votre intégrité là-dedans, ce qui est la chose difficile à faire. Ça, c'est une chose difficile. Parce que l'institution a ses intérêts, ils vous utilisent pour soulager le système de justice. Et la question, c'est de savoir comment il va évoluer votre travail. S'ils évaluent votre travail pas en fonction de ce que ça permet à des gens de vivre plus pacifiquement les uns avec les autres, mais parce que ça diminue tout simplement le nombre des dossiers traités, on est sur le mauvais critère. Et donc, vous avez l'obligation, je dirais presque morale, vis-à-vis de votre propre positionnement, de rappeler pourquoi on le fait et pas seulement ce qu'on fait. Et ça, c'est un autre élément, parce qu'il faut que ça atteigne le niveau des représentations sociales. Il ne faut pas seulement que ça soit une pratique utile pour le système. À ce niveau-là, c'est là que ça s'est développé, mais ça ne doit pas rester là. C'est la représentation de ce qu'est la justice contemporaine. C'est ça l'élément central. Si vous parvenez à ça, là, vous allez gagner vraiment quelque chose. Si ça prend 30 ans, ben, ça prendra 30 ans. Merci. Patience, j'ai compris. Détermination. Et détermination. Faut pas être patient. C'est pas bon d'être patient. C'est une très mauvaise idée. C'est comme la résilience. Soyez pas résilient. Pas chez vous. Il faut, à un moment donné, foncer dans le tas. Il faut le faire. Je ne pas toujours aimé, mais à un moment donné, ils finissent par vivre avec nous comme un mal nécessaire. Non, mais c'est comme les mouches l'hiver, l'été. Les mouches actuellement, vous êtes dans le bois, il y a des mouches. Celui-là, à la pêche, je m'excuse, mais il faut vivre avec les mouches. Si vous n'aimez pas les mouches, vous avez le droit. Mais vous allez falloir vivre avec si vous voulez aller à la pêche. C'est la même chose. Il faut devenir un mal nécessaire. Détermination. Marie-Pierre, il y a une question en ligne. Jacques Faget, on va vous permettre de parler. Alors vous pourrez poser votre question en direct. Bonjour Marie-Ève, bonjour Pierre. Non, c'est juste une question pour les militants de la justice réparatrice au Québec et ailleurs. Comment ces gens, ces cœurs purs, peuvent-ils garder leur âme face à l'institutionnalisation de leurs pratiques, sachant que les institutions sont toujours très puissantes pour faire rentrer les innovations dans leur grand-mère interne, pour les récupérer en quelque sorte? C'est une bonne question. Je parlais de ma thèse de doctorat qui est finie depuis très, très, très longtemps. Même toi, tu étais jeune dans ce temps-là, Jacques. Oui. OK. Alors, ma thèse porte sur la récupération politique. Et donc, tout le long de cette rédaction-là, de cette recherche-là, je finissais toujours par me dire qu'on n'y arriverait jamais, en fait. Il faut voir les trucs sur la perspective plus historique.
les acteurs actuellement qui entourent l'État, par exemple, si on prend ça, sont des acteurs auxquels on ne pensait pas au 19e siècle. Sont dans le cas de la France, c'est particulièrement révélateur de ce point de vue-là, parce qu'il y avait une interdiction, mettons, des syndicats, une interdiction des syndicats d'entreprises, les agriculteurs n'avaient pas le droit de s'organiser. Ce que je veux dire, c'est que d'une conception très centrée où c'est l'État qui décide tout, tranquillement, on a développé un système politique qui est beaucoup plus large, il y a beaucoup plus d'acteurs. Et puis, à certains moments précis, sous certains gouvernements précis ou certaines présidences précises, on est ouvert encore plus grand, en fait, cette porte-là de la participation et conséquemment de l'innovation dans la participation politique. Je m'étais intéressé à la participation à l'innovation politique. Mais je crois que c'est le même principe. Si on le voit sur une beaucoup plus longue période, on sait que c'est possible. Mais ça n'a pas été possible à n'importe quelle condition. Et c'est pour ça que je dis que je crois que à un certain moment, on était beaucoup plus fort, mais tu te rappelleras, genre, que sur ces questions-là, qu'il y avait une lutte à mener. Hein. Le mot lutte était un mot constamment utilisé à un certain moment. C'est-à-dire que rien ne nous serait reconnu. Il fallait qu'on se bataille pour n'importe quoi. Et parfois, on a l'impression que cette idée-là est dépassée parce que il me semble que les choses évoluent par elles-mêmes sans trop de difficultés. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois qu'il faut le savoir. Il y a quand même une certaine bataille là-dedans à mener et que se protéger contre la récupération fait partie de cette bataille-là. Donc, il y a une forme il y a une action là-dedans qui n'est pas seulement une action sociale. Il y a un engagement un peu militant, sociopolitique, je dirais. On veut quand même changer des institutions sociales très anciennes. On veut quand même changer des pratiques qui sont légitimées. C'est pas rien. Et ça se fera pas uniquement parce qu'on est des bonnes personnes. C'est qu'à un moment donné, il faut peut-être accepter de dire des trucs qui sont plus forts. Et puis, je crois que si on le comprend comme ça, il y a plus de chances qu'on puisse s'institutionnaliser sans se faire récupérer, même si, évidemment, la récupération, c'est le danger, le numéro 1 de tout ça. Je ne sais pas si ça répond, Jacques, mais en fait, toi-même, tu as travaillé dans cette perspective-là. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre pour acquis que l'innovation, lorsqu'on nous ouvre la porte, c'est pas toujours pour la bonne raison. Il y avait une histoire de ça, des Yvon Deschamps, que vous devez connaître. Je vais vous la raconter, là, mais c'est une histoire. Un jour, je me promenais sur le chemin, et puis un chemin de campagne, et puis j'ai tombé sur un oiseau qui était tombé du nid. Et puis là, il y avait froid, puis c'est clair qu'il était complètement perdu, là. Fait que je l'ai pris, puis il y avait du crottin de cheval, parce que sur le rang, il y avait un cheval, fait que je le mets dans le crottin de cheval qui était chaud, et là, tranquillement, ben, il se réchauffe, et puis finalement, il se met à chanter, puis il va de plus en plus, il est de plus en plus enthousiaste, et puis il y a un chat qui passe par là, et qui, finalement, le sort du crottin, puis le mange. Alors, il y a trois leçons à tirer, en fait, de cette situation-là. La première, c'est que si quelqu'un te met dans la merde, c'est pas nécessairement pour ton bien. Si quelqu'un te sort de la merde, c'est pas nécessairement pour ton mal. Si quelqu'un te met dans la merde, c'est pas tout le temps pour ton bien. S'il te sort de la merde, c'est pas tout le temps pour ton bien. Puis si quand t'es en merde, là, dans la merde, ferme ta gueule. Alors, cette règle est simple, c'est-à-dire qu'il y a rien qui va aller tout seul. Il y a rien il faut pas prendre les choses pour le sens premier. Il faut le regarder toujours dans une perspective analytique, particulièrement sur ces questions de réforme de la pratique judiciaire. C'est pas parce qu'on vous reconnaît tout à coup que c'est acquis, en fait, que votre intégration se fait positivement sous prétexte qu'on vous donne des ressources pour faire ce que vous voulez faire. C'est toujours à quelles conditions vous le faites, à quelle exigence, à quelle nécessité vous répondez, puis comment est-ce que là-dedans vous maintenez le point de vue que vous devez maintenir, qui est le point de vue de la justice réparatrice comme une autre conception de la justice et pas seulement comme un expédient organisationnel qui règle le problème de l'institution. Donc, il y a une bataille à mener. Donc, pas patience, détermination. Ben, c'est ça. Merci. Est-ce que, Olivia, Linda, il y avait d'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole? Oui, il y a... Oui, parfait. Il y a Virginie Tostivin. Oui, Virginie Tostivin, je suis médiatrice et je me suis en France et je me suis formée à la justice restaurative. Et je posais la question de... il y a déjà eu peut-être une partie de réponse, mais est-ce que vous avez une idée de ce qui freine un peu le développement de la justice restaurative en France par rapport à celui qu'on voit au Canada ou en Belgique?
Et voilà, malgré les efforts et les structures qui existent en France qui essayent de développer, j'ai l'impression que ça peine à se développer. Voilà, donc c'était... qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui pourrait aider? Oui, j'ai fait un certain nombre d'études comparatives entre la France et le Québec, notamment en matière de médiation familiale. Et c'est peut-être, je l'avais vu, mon doctorat est en sciences politiques, c'est un doctorat fait à Sciences Po, donc c'est un doctorat comparatif, de nature comparative, et puis où je comparais différents systèmes politiques. Et puis, ce qui est l'élément central qui caractérise l'État français, c'est sa centralité. C'est que l'État français, c'est un État relativement fort, qui n'est pas poreux, qui se protège peut-être encore plus que le système de justice lui-même, même s'il y a une évolution tout de même, comme je disais tantôt, du système politique français et qu'il y a des acteurs autour qui se sont multipliés, ça reste que c'est souvent les mêmes. Et conséquemment, c'est un système très, je dirais, beaucoup plus étanche que le nôtre. Je considère que le système dans lequel on est, nous, a une plus grande porosité que le système français, pour toutes sortes de raisons, notamment parce qu'il est possible, nous, de nous adresser aux parlementaires, par exemple, en commission parlementaire, parce que c'est possible de travailler avec le ministère de la Justice pour évaluer des pratiques nouvelles, comme c'est le cas des programmes de mesures de rechange, parce qu'on peut parler au ministre dans certains cas de la justice et puis essayer de passer nos messages. C'est une chose qui est quand même possible, peut-être parce qu'on est une société plus petite, je dirais, mais je crois surtout que parce qu'on est dans un système politique différent qui, lui, bénéficie de ces porosités-là, qui est plus caractéristique d'un système britannique, là, je peux dire, où il y a et bon, je dirais que en France, bizarrement, il y a une relation très complexe à l'État parce qu'on compte sur l'État et puis c'est peut-être celui dont on se méfie le plus. Donc, il y a une relation amour-haine avec l'État. On compte dessus, puis en même temps, on est rarement content de ce qu'il fait et on a l'impression que l'influence qu'on a dessus est assez limitée. Je dirais, nous, à certains moments, c'est la même chose, mais il y a des moments où il y a du jeu. Et je crois que lorsqu'il y a du jeu, c'est là qu'il faut intervenir. Je pense qu'il y a du jeu aussi en France, mais il est beaucoup plus difficile à percevoir. Nous, je crois que c'est à cause de ce qu'il y a une certaine tradition de relation entre les élus et les citoyens. Il y a une possibilité d'influencer la décision politique, les orientations qui est supérieure à ce qu'on peut trouver dans d'autres juridictions comme la France. Et c'est discutable, mais je pense que nous, on a bénéficié de ça un peu, là. Il y a une conjoncture favorable. Mais c'est une conjoncture de crise. Le problème de la justice, c'est que quand il y a une crise, c'est très difficile de l'établir. Pourquoi? Parce que c'est vécu très individuellement. Les victimes, ou les infracteurs, ou les justiciables, de façon générale, vivent chacun leur situation individuellement. Donc, c'est une crise silencieuse. Et là, on a eu l'avantage, platement, dans les dernières années, d'avoir des crises internes au système qui ont mis en évidence que c'était un système qui était dysfonctionnel. Mais jusque-là, ça se disait, on le savait, mais ça n'avait pas été aussi clairement affirmé. Donc, on a bénéficié d'un contexte de crise qui nous a permis, plus ou moins, de faire voir les dysfonctionnements du système et on a dû les reconnaître, ces dysfonctionnements-là. Et la justice réparatrice est une réponse à ça. Le problème, justement, c'est qu'elle est intégrée pour répondre à ces problèmes qui sont des problèmes internes au système, mais il y a quelque chose à réfléchir pour cette raison-là sur la façon d'assurer l'intégrité de la justice réparatrice, malgré qu'elle a la possibilité de jouer un rôle important dans la trajectoire, finalement, des infracteurs et des victimes. On est donc, dans le fond, dans une période qui est privilégiée. Je crois que ces périodes-là peuvent arriver en France, mais que c'est vrai que la tendance à l'institutionnalisation est peut-être encore plus poussée en France à cause, justement, de la place centrale que l'État, que la justice prend. Et là, quelque part, il y a une plus grande difficulté. Ça va vous obliger d'être encore plus déterminé, je dirais. Alors, je suis Pierre Hamel, je suis juge de la Cour du Québec. J'ai attendu qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui lèvent la main pour poser la question. Sans ça, je ne l'aurais pas posée. Mais tu as évoqué tantôt la médiation familiale. J'étais au service d'expertise et de médiation quand la médiation familiale est arrivée. Et parce que je suis un peu moins pessimiste que toi, je pense. J'ai vu l'arrivée de la médiation familiale est venue changer beaucoup les pratiques en droit familial, a été déterminante l'arrivée de la médiation
Et les juges ne jugent plus en matière familiale comme ils jugeaient avant l'arrivée de la médiation. On voit maintenant des juges conciliateurs, des conférences de règlement à l'amiable. Depuis moi que je suis en fonction, depuis 10 ans, mon rôle a changé. Au-delà du juge adjudicateur qui tranche des litiges, on préside des facilitations pénales, des conférences de règlement à l'amiable. On incite les gens à avoir recours parce qu'on sait que le meilleur des jugements règle souvent même pas le conflit. Le système est aussi conscient de ça. Alors, je trouve que la part de la justice réparatrice, vous parlez des portes ouvertes ou fermées ou ton château, moi je peux vous dire que la porte est ouverte chez nous, là. Pas besoin de la défoncer, là, la porte est ouverte. Alors, mais où je veux en venir, c'est que je pense que le système est un peu plus perméable à ces changements-là. Je voulais t'entendre là-dessus. Je crois que oui, mais c'est très intéressant ce dont tu parles, Pierre, parce que là, on dit, ah, ben, il est plus perméable parce que maintenant, les juges le font. C'est-à-dire, alors que dans les questions de conciliation en matière judiciaire, justice réparatrice, médiation familiale, ce qu'on croit, c'est que ça peut se régler avant que les juges soient obligés de s'en saisir. Alors, d'une certaine façon, oui, c'est une preuve que l'idée que les tiers peuvent jouer un autre rôle que le rôle de décideur abstrait, externe aux parties, ce rôle-là a pénétré la pratique des juges, mais c'est peut-être parce qu'elle n'a pas suffisamment pénétré encore nos pratiques sociales, parce qu'on se rendrait en fait normalement jamais vers le juge pour y arriver. Autre élément, c'est vrai, mettons que les conférences de règlement amiable, maintenant, ce sont c'est là que c'est quand même une grande pratique nouvelle, là. Et même le ministre de la Justice en France est venu constater ce que c'était au Québec, et puis il veut importer ce truc en France. Je ne sais pas avec quelle facilité il y parviendra, mais il le fait avec une grande détermination. Dans certains cas, plusieurs trouvent que c'est un peu suspect, mais tout de même, il y a cette idée qu'on peut faire la même chose en France. Grosso modo, si le Québec le fait, la France peut le faire. Ça, je ne suis pas très certain que ça va être si facile, parce que de toute façon, au Québec, ça n'a pas été facile. Lorsqu'en 2003, on modifie le code de procédure civile, mettons, dans ce cas-ci, pour favoriser la médiation, la conférence de règlement amiable, moi, j'étais dans les premiers à former les juges là-dessus, là, et tout le monde était remonté contre ça. Et ça a pris quand même une quinzaine d'années avant que les juges finissent par se dire c'est la chose à faire. Et qu'un certain nombre le fassent puis disent ah ben c'est le fun de le faire. Mais ça a quand même pris toutes ces années-là. Donc oui, c'est possible et oui, on peut considérer que la pénétration de l'idée de ce qu'est la justice réparatrice ou de ce que sont les modes amiables de règlement des différentes les personnes, ça a pénétré et ça a changé la fonction des juges. Mais au fond, il faut espérer peut-être que ça devienne, que ce soit des mécanismes sociaux qui, au fond, prennent en charge ces pratiques-là bien avant qu'on se retrouve à la cour. Ça, je crois que c'est toujours possible. Quand j'ai écrit les premiers trucs là-dessus, ça prend un corps de professionnels qu'on appellera les médiateurs sociaux et qui, dans différentes matières et à certains moments différents de la trajectoire judiciaire, en matière criminelle ou pénale, il faut quand même qu'il y ait une infraction là, avant que les mécanismes rentrent en jeu. Hein. Mais dans tous les cas, on revient tout de même, c'est toujours préjudiciaire, dans le sens que on s'est déjudiciarisé. Et donc, c'est avant qu'un juge intervienne. Maintenant, bon, je crois beaucoup à la fonction des juges comme tiers non directif, là, comme personne qui intervient pour aider les autres, les parties à résoudre leurs difficultés. On l'a tenté en matière civile dès 2010, avant la conférence de règlement amiable. Il y avait la conférence de règlement amiable, mais personne n'en faisait, là. Et on avait demandé à un juge de Longueuil, lui, de prendre des dossiers dès qu'ils arrivent et de se demander immédiatement est-ce qu'on peut faire parler les parties. Ça a connu un extraordinaire succès. C'est à la base de la gestion d'instance aujourd'hui. Ça a prouvé que la gestion d'instance, ça peut marcher qu'un juge qui peut prendre rapidement en charge le dossier, peut amener les parties rapidement à se dire, ben, peut-être pas obligé d'attendre 4 ans et 20 000 $ de frais d'avocat et de frais judiciaires pour finir par se dire qu'on peut s'entendre. On peut peut-être s'entendre tout de suite. Okay. Et ça, je pense que ça, c'est en matière civile. Cette idée-là, en fait, est la bonne. Donc, peut-être que les juges peuvent jouer un rôle, mais en amont même de la conférence de règlement amiable, jouer un rôle pour amener, si jamais ça fonctionne pas dans la première étape, que ça soit rapidement une deuxième possibilité qui est offerte aux parties de regarder qu'est-ce qu'elles peuvent éventuellement faire entre elles. Évidemment, la matière judiciaire est particulière, mais il ne faut pas oublier qu'une bonne partie des infractions, en tout cas certaines infractions criminelles, au fond, pourraient être traitées sur le plan de la justice civile.
Et d'ailleurs, des fois, le sont dans les deux juridictions en même temps. Tu sais, il y a de la fraude, la fraude, c'est criminel, mais c'est civil aussi, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être... C'est une question de qualification juridique. À partir du moment où on comprend qu'on a construit cette infraction-là, mais on peut la traiter dans une dimension qui la connote pas nécessairement sur le plan criminel, on vient d'élargir considérablement la marge de manœuvre de ce qui peut être fait avant la judiciarisation ou tout de suite après la judiciarisation. Ça, c'est à réfléchir. Mais tu as raison qu'il y a quand même une mutation importante des juges. Mais tu sais comme moi, il y a des juges qui s'y prêtent beaucoup plus facilement que les autres, et c'est pas les juges les plus jeunes toujours, là, qui souvent, eux, sont bien contents d'être juges. Je pensais à personne. Pierre, répète, tu parles pas de moi. Merci, messieurs Lespierre. Il nous reste à peu près 5 minutes avant la pause. Je crois qu'il y a des questions en salle. J'en ai une qui m'occupe, je vais me permettre. En attente. Ah, il y en a, OK, il y en a plusieurs. Je pensais pas qu'il y en avait plusieurs. Donc, allez-y, je vois une question en salle ici, il y en a une tout derrière. Donc, Pierre, ça donne un peu l'évaluation du temps. Il nous reste à peu près 5 minutes avant le départ à la pause. Oui, bonjour. Merci, Monsieur Noreau. Vous êtes le roi des analogies, je voulais juste vous le dire. En fait, j'aurais une question qui fait un peu suite en fait à ce que Monsieur a dit en ligne. Je voulais savoir, en fait, quels sont les risques justement d'instrumentalisation de la justice réparatrice, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour s'en prémunir? Merci. Ouais, je dirais que ce sont de 90% les risques, mais que vous avez un 10% de marge, et c'est vous qui allez l'occuper ou pas. Vous allez l'élargir à 20%, à 30%. Ça dépend vraiment de ce que vous défendez dans ce que vous faites. Si vous l'abordez vous-même dans une perspective complètement instrumentale, vous serez instrumentalisé. La justice réparatrice, c'est pas juste pour régler un problème du système de justice. Si c'est ça, vous allez être bouffé, ça va prendre 10 ans. Vous allez intégrer la trajectoire judiciaire comme tout le reste, puis vous allez finir par vous mettre complètement au service des objectifs de l'institution, qui a plus de moyens que vous, etc. Donc, c'est pas une question de profiter de la brèche qui est là. C'est pas retourner tout le monde dans vos associations, ne faites plus rien. Le programme de mesures de rechange est une grande stratégie pour vous avaler. Non, c'est pas ça. Il faut absolument utiliser ça, là. C'est inespéré. Mais là-dedans, ce que vous proposez, la défense de ce que vous faites, vis-à-vis des juges eux-mêmes, vis-à-vis des autorités publiques de façon générale du ministère, ce que vous allez dire maintenant, il faut que les gens achètent les représentations qu'il y a dans la pratique. La pratique, elle est achetée, là. Là, il faut modifier les représentations. Ce que Pierre Hamel dit tout à l'heure, c'est assez vrai qu'il y a plusieurs juges maintenant qui sont assez d'accord avec cette idée-là. Donc, vous avez des alliés dans la place. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu une bataille, cette affaire-là. Il faut être très stratège là-dedans. Ça se fera pas. Il faut être stratège. Il faut se demander comment on place les questions. Il faut être capable de dire non, ça c'est intéressant, mais c'est pas ça qu'on fait. Là, à tous les niveaux, ça m'arrive, moi, des étudiants qui m'arrivent des projets de thèse, puis ils développent ça pendant 5-6 mois, puis je leur dis, ouais, peut-être tu pensé poser telle autre question? Puis il y en a qui sont assez forts là-dedans, puis j'essaie d'avoir des étudiants forts parce que ils sont obligés d'être un peu autonomes quand ils travaillent avec moi. Mais ceux que j'aime le plus, c'est ceux qui disent « Ah oui, c'est intéressant, professeur, ce que vous dites, mais c'est pas ça mon projet. Mon projet, c'est Il me ramène sur son projet. Ou elle me ramène sur son projet. Pour pas que je sois, moi, de bonne foi, en train de l'amener sur un autre track. » Donc, tu sais, les méchants, là, il y en a pas beaucoup dans la société. Les gens dans le système institutionnel, ils essaient de faire leur job comme tout le monde. Donc, c'est pas du monde méchant, c'est juste que c'est des gens qui répondent à d'autres impératifs. Et donc, il faut juste pas vous faire définir par rapport à ces impératifs-là et tranquillement, en cognant le clou, faire que ces idées-là pénètrent même dans la tête des acteurs qui se servent plutôt de vous, qui sont pas dans la même conviction que vous. Puis ça, c'est faisable. C'est une question de cohérence du discours puis de la pratique. Et ce que vous faites là, puis votre rencontre d'aujourd'hui, puis la rencontre que vous tenez annuellement et périodiquement, c'est central pour ça. Pour renforcer ça et surtout réfléchir ça stratégiquement. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour défendre ce que je fais? Et c'est de même dans n'importe quelle institution nouvelle, là. Moi, j'ai parlé tantôt de l'Institut québécois de réforme du droit de la justice. On a ce problème-là. Parce qu'on se fait poser des questions, on nous demande de travailler là-dessus. Là-dessus, je suis tout le temps obligé de dire à quelles conditions on va le faire. Je suis obligé de refuser des trucs. Dire, ah non, ça, on fait pas ça. On ne donne pas d'avis juridique, c'est pas notre job. On construit le droit pour dans 5 ans, 6 ans, la loi que vous adopterez dans 3 ans, pas la loi que vous allez adopter la semaine prochaine.
Alors, on accepte des fois à jouer dans les marges. Demain, je donne une conférence de presse avec le ministre responsable des services sociaux sur les questions de santé mentale. Je le fais avec lui, absolument. Mais pourquoi? Parce que je veux justement protéger ces questions-là de la façon dont c'est discuté actuellement au sein de l'État. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, on a besoin d'un endroit différent où on peut parler de ça de façon pacifiée, en dehors de la fureur médiatique, en dehors des cas explosifs qui finissent par définir, à partir de 3-4 cas qui sont plus visibles, l'ensemble d'une problématique qui est pas mal plus compliquée que ça. C'est de sortir de ça. Et c'est pour ça qu'il nous le demande à cet institut qui est indépendant. C'est pour ça que j'ai pas peur d'aller en parler avec lui, parce que c'est ça que je vais dire. Je vais pas dire, ah oui, on va faire tout ce que le docteur Carman nous demande. Non, on va faire qu'est-ce qu'on pense qu'on doit faire. Et moi-même, c'est pas moi qui le ferai, je le fais faire par d'autres. Je suis là comme pare-feu entre les demandeurs et puis ceux qui vont faire la recherche, qui vont la faire de façon indépendante. C'est le meilleur service qu'on peut rendre à la société. Vous, ça va faire. Et qui, justice, a une fonction de représentation institutionnelle. Eux, c'est eux vos pare-feux. Eux, ils doivent être devant, là. Puis lorsqu'on demande des choses qui, dans le fond, sont peut-être intéressantes sur le plan financier, augmentent le volume de vos activités, les revenus qui peuvent être tirés de votre propre travail même. Être capable de dire c'est bien intéressant, puis c'est bien payant, ou c'est, mais nous, c'est pas ça qu'on fait. Il faut à un moment donné être capable de le faire. Ça prend un peu de courage, mais c'est comme ça qu'on y arrive. Faut pas être, comme je dis, c'est pas uniquement les believers qui se cachent puis qui disent non, non, moi je suis pur, je me salirai pas les mains. Mais non, voyons, à un moment donné, il faut que tu t'es salisses. Mais il faut que tu sois capable de te les laver quand c'est le temps. Wow. Merci. Une autre métaphore. Okay. Moi, c'est vraiment, merci beaucoup, M. Norreau, c'est vraiment en lien avec ce que vous dites, puis en lien avec ce que M. le juge Hamel a dit. Je trouve vraiment Madame que Turmel, oui, Audrey Turmel, du ministère de la Justice. Merci. Excusez-moi. Puis je trouve que, tu sais, les institutions, c'est vrai là, qu'il y a de l'ouverture, puis au ministère de la Sécurité publique, il y a de l'ouverture, puis à la santé, il y a de l'ouverture, puis à la justice, il y a de l'ouverture. Mais là, il faut aussi travailler l'opinion publique. Tu sais, les gens ont peur de l'inconnu. Puis c'est ça qu'il faut travailler, c'est parce que les décideurs, oui, ils vont se fier sur les chercheurs, ils vont se fier sur les personnes qui travaillent dans les organismes, dans les ministères, les fonctionnaires, les juges, les avocats, mais ils se fient beaucoup aussi sur l'opinion publique. Ça fait qu'on a un gros travail à faire connaître la justice réparatrice dans l'opinion publique parce que les gens ont peur de ça, puis ils comprennent pas ça, puis ils connaissent pas ça. Ça fait que, tu sais, c'est juste une opinion, puis dites-moi ce que vous en pensez, M. Norreau, mais tu sais, aussi pour rentrer dans le château, là, faut avoir des appuis derrière nous, puis les appuis, c'est dans nos collectivités. Ça fait que vous faites un travail extraordinaire, mais lâchez pas ce travail-là parce qu'il est vraiment important. C'est un petit mot que je voulais dire. La question de l'opinion publique est centrale. Quand j'étais président de l'ACFAR, c'est une chance qui m'a été donnée pendant 5 ans, 4 ans et demi. Et puis, c'était la grande difficulté de la recherche, c'était en invisibilité. On avait quelques facilités pour la communication publique. Là, fait que finalement, être président, c'était pas une mauvaise chose pour un certain temps. Même que quand j'ai fini, tout de même, ils ont dit, bon, je pense que, merci Pierre, merci, c'était bien intéressant le temps que tu étais là. Mais la thèse pour nous, c'était que nos alliés principaux, c'était la population. Que c'était eux qui pouvaient le plus nous aider à nous défendre comme chercheurs. Qu'il fallait pas qu'on attende du ministère du Développement économique, de l'innovation puis de l'exportation, de nous dire qu'est-ce qu'on devait faire comme chercheurs, que notre liberté, notre indépendance, devait s'appuyer sur la population. Et c'est ce qu'on a fait pendant des années pour que la recherche soit appuyée par la population. On a pu le réaliser, puis ça peut-être qu'il faut l'envisager pour vous, au plan argumentaire, parce qu'on a fait une recherche à un moment donné sur l'opinion publique, puis on a demandé dans les personnes suivantes, à qui faites-vous le plus confiance? Puis là, finalement, les profs, 94% des gens font confiance aux profs, puis les chercheurs, c'était 84%. Après ça descendait à 60%, 50%. Ce que je veux dire, c'est que les chercheurs faisaient partie des figures les plus légitimes de notre société. Et donc, on s'est appuyé là-dessus. Ça n'avait jamais été mesuré avant. Puis on s'est rendu compte le pouvoir théorique qu'on avait. Il faut à un moment donné le faire en demandant, comme les questions qu'on a posées, là, si vous aviez commis une infraction, là, comment vous aimeriez-vous? Parce qu'il faut ramener les gens sur ce qu'ils peuvent dire de leurs propres conditions. On va tenter de le faire pour les questions de maladie mentale dont je parlais. On peut demander aux gens qu'est-ce qu'on doit faire avec les personnes qui sont atteintes de maladie mentale, nanana, puis là, où on peut leur demander si vous aviez une maladie mentale, comment vous aimeriez être pris en charge? Alors, vous devez peut-être utiliser ces moyens-là
pour montrer qu'il y a un appui fort dans la société pour ça. Puis éventuellement, ça fait partie de votre stratégie communicationnelle vis-à-vis de l'opinion publique. Ça se mobilise, mais aussi ça se mesure. Merci. Est-ce qu'Audrey avait une... Ça va? Merci. Je vois le temps avancer vers la pause. Je vais vous partager ce que j'en retiens. J'en retiens, entre autres, sur cette... C'est pas la première fois que j'entends parler d'instrumentalisation. Pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment important dans ce qu'on fait, qui est, oui, la pertinence que ça soit à l'intérieur des systèmes, je le vois, j'entends des échos, on le vit, mais il y a aussi l'existence à l'extérieur des systèmes dans plein d'autres lieux qui ne sont pas saisis à l'heure actuelle par des institutions et dans lesquels les gens viennent aussi à nous, dans lesquels ils nous parlent et ils recherchent ça. Fait que pour moi, qu'on se colle beaucoup davantage sur cette idée-là où les personnes qui viennent vers nous ils ont la voix. Ils décident pour eux dans quel système ils souhaitent s'inscrire. Puis pour moi, notre légitimité est beaucoup là. Il faut être là quand les gens viennent chercher. Puis il faut être... je sais pas, toi, ce que tu en penses, mais est-ce que d'être présent tout du long peut nous aider à préserver cette instrumentalisation-là une fois à l'intérieur? C'est de pas venir prendre ce qui se passe là, qui est de créer un réel espace pour les gens de réflexion dans lesquels ils vont prendre conscience de ce qu'ils recherchent. Est-ce que c'est le bon processus pour eux? Cet esprit-là, est-ce qu'en le conservant à l'extérieur, ça nous rend plus fort de le conserver à l'intérieur? Je pense que dans les témoins, les principaux de ce que vous faites, c'est pas toujours vous. Ça peut être les gens qui bénéficient de ça, y compris les victimes. Dans les cas où elles considèrent que c'était la meilleure façon peut-être de prendre en charge la situation dans laquelle ils sont. Beaucoup de situations d'infraction, comme beaucoup de litiges au plan civil, se développent entre des personnes qui se connaissent déjà. Et donc, c'est un puissant moteur, c'est une condition primordiale s'il s'agit de réfléchir comment, à l'avenir, on veut vivre, et puis ensemble, parce que souvent, on est condamné à vivre avec des personnes qui nous ont fait du mal, hein, ça arrive. Donc, il y a quelque chose à réfléchir sur ça, sur la continuité des rapports sociaux, sur le maintien et la pacification des rapports sociaux. Et si on est capable de l'amener comme ça, si les victimes elles-mêmes et éventuellement les infracteurs pour dire, ben écoutez, voilà ce que moi je pense qui était nécessaire dans notre cas, pourquoi est-ce que ça répondait à un besoin réel, je pense que vous avez là vos meilleurs témoins vis-à-vis du système de justice dans sa réalité propre là, et son étanchéité relative, mais vis-à-vis aussi d'un espace public plus large, puis vis-à-vis de l'État, des gouvernements, ceux qui, dans le fond, mettre les ressources collectives, je dirais, au service d'une pratique qui est la vôtre. Merci. Je terminerai sur ça. Merci infiniment, Pierre.